le viseur du président américain. Et après l'attaque du Venezuela, la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, elle a affirmé que le pays ne va pas pleurer le départ d'un dictateur. Nicolas Maduro, qui a été capturé samedi et emmené aux États-Unis, il doit comparaître aujourd'hui devant un juge de New York. Sébastien Lecornu tente une opération déminage à la veille d'une rencontre avec les syndicats agricoles. Le Premier ministre a publié hier une lettre ouverte. Il promet ainsi de combattre les accords commerciaux s'ils sont déséquilibrés sur fond de protestation contre le traité du Mercosur. Vous risquez de trouver la porte de votre cabinet médical fermée aujourd'hui. À l'appel de l'ensemble des syndicats, les médecins libéraux sont en grève à partir de ce lundi. Ils dénoncent notamment le budget insuffisant de la sécurité sociale 2026. Ils craignent également une remise en cause de leur liberté d'exercice. Une agression dans le RER dans les Yvelines ce matin. 2 personnes ont été blessées au couteau. L'une d'elles, un homme, a été légèrement blessé à la joue et aux mains. On ignore la gravité de l'état de la seconde. L'auteur des faits, lui, a pris la fuite. Une nouvelle affaire de soumission chimique devant la justice. Un ancien professeur de danse et hypnothérapeute d'Aix-en-Provence est jugé à partir d'aujourd'hui devant la cour criminelle départementale des Bouches-du-Rhône. Il est accusé de viol sur 14 femmes entre 2010 et 2021. Il aurait ainsi drogué ses victimes avant de les filmer pendant les agressions. Le quadragénaire a reconnu la plupart des faits. Prudence dans l'ouest de la France. 23 départements sont en alerte orange, neige et verglas ce matin. La Bretagne, la Normandie, la Nouvelle-Aquitaine ainsi que la région parisienne sont concernées. Jusqu'à 10 cm sont attendus localement. Et puis il est disponible depuis cette nuit sur toutes les plateformes le nouveau titre des Enfoirés, intitulé Tout se casse. Il est écrit et composé par Santa. La troupe des Restos du Cœur, elle se produira à partir du 13 janvier à l'Accor Arena de Paris. Excellente matinée à tous. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous souhaite une très très bonne année. Merci d'être fidèles à Sud Radio et bienvenue dans ce 10h midi. Plus que jamais, vous aurez la parole sur Sud Radio, sur toute l'antenne de Sud Radio et plus particulièrement entre 10h et midi. Désormais, l'émission Mon Média, vous la retrouverez le vendredi à 10h. Les débats commenceront à 10h30, mais Gilles Gansman est toujours là. Oui, bonjour Gilles. Bonjour Valérie, on retrouve mon horaire de 10h. Voilà, 10h midi, remanié, repensé. Vous serez là pour nous proposer un zapping et pour relayer ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Oui, je serai un peu votre Guy Darbois, SVP 1111. Voilà, et puis Félix Mathieu. Bonjour Félix. Bonjour Valérie, bonjour journaliste tous les matins pour C'est quoi le problème? Alors évidemment, vous connaissez le rendez-vous. Vous étiez aux côtés de Jean-François Aquili. Désormais, ce sera à 10h. Chaque jour, un problème, une solution. Et vos réactions, évidemment, auditeurs de Sud Radio au 0826 300 300. Bonjour Félix et bienvenue dans ce 10h midi. C'est un grand plaisir. Et donc, tous les jours, un problème et des pistes de solutions. Et alors aujourd'hui, on va tenter de trouver des solutions. Et on aurait pu appeler cette chronique aussi « On marche sur la tête », parce que ce sont des choses qui nous sidèrent. Et aujourd'hui, on commence bien l'année avec vous. Oui, c'est un peu bienvenue en absurdie, pourquoi pas, autre titre. C'est vrai qu'on a une histoire de parité à l'envers aujourd'hui, puisqu'on a une entreprise d'esthéticienne, vous voyez, voilà, salon de beauté, qui est mise à l'amende. Pourquoi ça? Eh bien, parce que elle n'emploie que des femmes, effectivement. C'est vrai qu'en général, il n'y a pas d'esthéticien. Sauf qu'elle se retrouve quand même avec une sacrée amende à payer, cette entreprise. Mais pourquoi? Alors, 160 000 € donc à payer. Elle a reçu ça il y a quelques mois. La société qui chapeaute donc les salons Body Minute, elle s'appelle JCDA. Pas d'esthéticien homme, hors de question. Vous l'imaginez bien pour les clientes d'avoir affaire à un homme, notamment. Le est trop bas. Imaginez quand elles font par exemple des épilations intimes, etc. C'est comme ça, je veux dire, chez Body Minute, on n'a que des esthéticiennes, des femmes. Sauf que donc ça paraît normal. Ça paraît assez logique. Je vois pas, des hommes faire des épilations. Ou des soins, c'est un métier, c'est comme ça, c'est des métiers féminins, on va dire. On imaginerait qu'il n'y a pas de sujet. Est-ce qu'on a le droit de le dire? On imaginerait qu'il n'y a pas de sujet, sauf que si, patatras, ça commence en 2020 d'abord, donc la société reçoit 33 000 € au début, seulement, j'allais dire, quand même, 33 000 €. Pourquoi ça? Eh bien parce que la direction des entreprises et du travail lui reproche de ne pas avoir mis en place des négociations ou des plans d'action pour l'égalité femmes-hommes. C'est prévu, ça par le Code du travail. Donc là, on a cette entreprise, JCDA, donc Body Minute,
Minutes qui rétorque grosso modo qu'elle n'est pas concernée a priori, vu que dans ces salons de beauté, il n'y a que des femmes, des esthéticiennes. Donc, à l'époque, le montant est annulé pour vice de forme. Mais sur le fond du problème, ça n'avait pas été annulé. Et résultat, rebelote, il y a quelques mois, Body Minute reçoit cette amende de non plus 33 000, mais 160 000 euros. Ça commence à faire quand même sacrément beaucoup. Donc l'administration reproche à Body Minute de ne pas avoir à l'époque mis en place ce plan pour l'égalité femmes-hommes. Alors Body Minute de son côté, on va les avoir en ligne dans quelques instants, mais ils nous ont bien expliqué qu'à l'époque... Mais est-ce qu'il y a une formation pour les esthéticiens? Est-ce que il y a des écoles où on trouve des garçons qui font ce cursus-là? Même dans leur formation, ils sont très clairs, même dans leur formation, il n'y a que des esthéticiennes. Ils prétendent même pas chercher à embaucher des esthéticiens, vu que pour les clientes, il est hors de question de confier ces épilations, ces ongles à un esthéticien. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est plutôt assumé, que ce soit dans les salons ou dans les formations, d'avoir que des esthéticiennes. Mais bon, résultat, ils se retrouvent donc quand même avec cette amende. Pendant ces plusieurs mois où on leur reprochait de ne pas encore avoir mis en place le plan pour l'égalité femmes-hommes, eux, ils faisaient le pied de grue devant les administrations pour leur dire mais qu'est-ce que vous attendez de nous, vu qu'il n'y a que des femmes qui travaillent chez nous. Ils n'ont pas réussi à avoir de réponse. Donc voilà, résultat, bon... Dans les bureaux, dans l'administratif de Body Minute, on peut toujours imaginer qu'il y a un ou deux salariés hommes, mais pas dans le cœur de métier. La masse des salariés sont des esthéticiennes, effectivement. Voilà. Vous accepteriez, Valérie, d'avoir des soins par un homme? Non. Bah non. Alors, c'est particulier. Alors, on vous attend, 0826 300 300. Si vous voulez réagir, c'est vrai, quand on a appris cette histoire, moi j'ai douté. Je me suis dit, mais il y a forcément un truc caché, mais non. Non, c'est ce qu'il aurait reproché finalement techniquement. On leur dit pas explicitement que c'est un tort d'avoir que des esthéticiennes, mais de pas avoir mis en place ces mesures, ces plans, et ces mesures pour prévenir. Alors sur la disproportion du montant aussi, 160 000 euros, c'est aussi parce que donc ça prend en compte la masse salariale, vous savez, pour calculer. Or, il y a aussi ce conflit juridique avec Body Minute qui nous explique qu'en fait il y a beaucoup de franchisés, donc c'est des esthéticiennes, des entrepreneuses qui ne sont pas des salariés. Oui, c'est ça, là-dessus que porte le litige. Le litige. Alors vous avez contacté le patron de Body Minute. Oui, il est en ligne avec nous, je crois. Jean-Christophe David, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Merci de donner un peu écho à cette histoire. Nous n'arrivons pas à joindre la ministre, au moins pour lui faire part que à mon avis, ils font du zèle, mais pour nous, c'est très grave, c'est une énorme somme. Oui. Pour notre groupe d'esthéticiennes, on est un groupe de femmes indépendantes. Moi, je suis un ancien coiffeur, donc voilà, mais... Merci, en tout cas, j'espère que ça fera bouger les lignes. Alors, je vais vous dire, je disais tout à l'heure que alors c'est Sophie de Menton qui nous a alerté sur cette... C'est l'association qui s'occupe de nous. Absolument éthique. Et quand elle nous a raconté cette histoire, je me suis dit, mais il lui manque des choses. Elle n'a pas tous les éléments, c'est pas possible. Et puis, vous nous avez envoyé les différents PV et on se rend compte que si, on vous reproche donc de ne pas avoir autant d'hommes que de femmes dans votre société. C'est bien ça, si je comprends. Exactement. Ils n'ont pas pris en compte la spécificité de notre métier et le désir de nos clientes. Parce que c'est ça qui compte pour nous. C'est l'intimité dans laquelle nous travaillons depuis toujours. Ça fait près de 30 ans qu'on s'occupe de la beauté et du bien-être des femmes. Et si demain je mettais des hommes dans mes instituts, ça ne marcherait pas. Mais vous êtes les seuls concernés parce que il y a une fédération, j'imagine, des esthéticiennes. Alors justement, la CNEP aussi, par le biais du ministère, est allée montrer au ministère du Travail le rapport de branche qui indique bien que dans la profession, il y a 96,5% de femmes. Sur l'entièreté des employés, les hommes sont dans les bureaux et surtout dans l'enseignement. Parce que le rapport de branche inclut les écoles. Et là, forcément, dans les écoles, il y a un peu d'hommes. Mais sinon, c'est 96,5%.
de femmes. C'est ce qui est dit dans le rapport de branche qui est déposé au ministère, que la CNEP, qui est le syndicat majoritaire dans l'esthétique, mais vous savez, nous on est dans un petit métier, les gens ne s'occupent pas vraiment de nous, donc ils ont dit tiens, on va les mettre sur 160 000 euros, on verra bien s'ils payent. Donc du coup, moi je suis obligé d'aller au tribunal administratif pour nous défendre, enfin c'est tout un truc, c'est vraiment très lourd, quoi. Puis en ce moment, je pense pas que les commerçants aient besoin de ça. Non. Mais aujourd'hui, les hommes font de plus en plus attention à eux. Est-ce que c'est une clientèle qui vous intéresse et est-ce que les hommes viennent dans vos salons ? Non, pas du tout. Nous n'avons qu'une clientèle féminine. Les hommes, vous savez, depuis 20 ans, on dit que les hommes s'intéressent à leur beauté, mais vous savez déjà, dans la profession, il y a un peu plus de 10% des femmes qui fréquentent les instituts de beauté. Alors, tout en rêve, mais peu viennent. C'est justement chez Body Minute, on a cherché à rendre ce soin et cet accès au bien-être le plus accessible possible. Et forcé de reconnaître qu'on y arrive quand même. Mais non, il y a eu quelques tentatives de faire des instituts pour hommes, vraiment très bien, très chouettes. Ils ont pas survécu. Oui. Ça, vous savez, moi je dis toujours à Cherbourg, il y aura pas beaucoup d'hommes qui ont envie d'aller dans l'institut de beauté. J'ai regardé un petit peu les documents que vous avez envoyés à Félix Mathieu, parce qu'il y a eu des jugements qui ont été rendus, et on vous accuse donc, d'autre part, l'impossibilité d'employer des hommes n'est pas établie dans tous les domaines d'activité de la société, comme les fonctions administratives, les instituts de coiffure ou encore les ongleries. C'est-à-dire qu'on vous dit OK pour l'épilation, mais en gros pour la manucure ou pour l'administratif, vous pourriez faire un effort. C'est ce qu'on vous dit. Oui, mais le problème, c'est que chez nous, les esthéticiennes sont toutes diplômées, elles sont reformées dans l'école Body Minute. On a une école privée que pour nos techniques et l'utilisation de nos produits et de nos soins du visage professionnels en cabine. Donc, chez nous, les professionnels font tout. Elles s'occupent d'une cliente de A à Z qui vient passer un moment sans rendez-vous. On lui fait les ongles, on lui fait ses épilations. Ce n'est pas compartimenté, si vous voulez. Moi, j'ai des vrais professionnels, des filles qui travaillent très bien, et donc je n'ai pas une fille qui fait ça, et puis l'autre qui fait ça, et puis l'autre qui fait ça. Nous, ce sont des généralistes, et on fait beaucoup de massages et beaucoup de choses comme ça. Et puis, les femmes ne veulent pas un mec dans l'institut. Enfin, je veux dire, toutes les patronnes Body Minute sont des femmes. Ouais. Alors, moi, c'est l'entrepreneur. Nous, on dit toujours, on est un groupe de femmes au service des femmes. Et dans les bureaux, j'ai quelques hommes à l'informatique. J'en ai un à la compta et à la logistique. Tout le reste, les problèmes de beauté, de bien-être, de concept, il n'y a que les femmes qui les comprennent. Les produits de beauté, c'est les femmes qui les comprennent le mieux. Les soins en cabine, le bien-être. Elles sont dans leur monde. Est-ce qu'on a encore le droit de dire ça aujourd'hui ? Félix, vous aviez... Je sais pas, mais moi, j'ai pas le choix, si vous voulez. C'est mes clientes qui décident. Félix. Vous comptez de nouveau appeler le ministère aujourd'hui pour tenter de vous faire entendre. C'est le ministère d'Aurore Berger, hein ? Absolument, mais je pense que la ministre n'est pas au courant. Je crois qu'elle vient d'arriver, en plus. Non, elle est là depuis un petit moment, quand même, Aurore Berger. Je sais pas. Ouais. Je ne sais pas ce que font ces équipes, je ne suis pas à leur place, mais j'essaye de les joindre. Et déjà, je trouve pas le téléphone. Alors, j'ai demandé à Éthique de me le trouver, puis je vais les appeler moi-même. Mais mes services ont essayé de les joindre pendant 2 ans ou 3 ans, ils n'ont jamais réussi. On a envoyé des mails, des trucs, ils répondent pas. Alors restez avec nous, Jean-Christophe David. Donc vous êtes PDG de Body Minute. On rappelle que vous avez une amende de 160 000 euros une amende de 160 000 euros à payer pour ne pas respecter la parité dans vos salons de beauté. On se retrouve dans un instant et on aura au téléphone Lionel qui veut réagir. 0826 300 300. Vous aussi, appelez-nous si vous êtes étonné, voire surpris par cette demande qui est faite à des salons employant des esthéticiennes. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous...
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour avec vous sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à midi, 10h30, les débats. Dans un instant, Gilles va vous donner le programme et nous sommes toujours avec vous, Jean-Christophe David, PDG de Body Minute. Et puis on a un appel, Lionel qui nous appelle de Grasse. Alors Lionel, est-ce que vous fréquentez les salons Body Minute? Qu'est-ce qui vous fait réagir dans ce sujet? Bonjour Valérie, bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour. Et mes condoléances pour monsieur David, le pauvre, qui vient de se faire massacrer. Alors moi, vous savez quoi, je suis dans le bâtiment, vous voyez, et la parité homme-femme dans le bâtiment n'est pas respectée non plus. Parce que concrètement, même si on en trouve quelques-unes, surtout on en trouve quelques-unes dans la maîtrise d'œuvre par exemple, ou dans l'architecture, moi je fais de la fondation spéciale par exemple, donc c'est des métiers qui sont assez rudes. Il n'y a pas de femmes dans mon métier, ça n'existe pas. La maçonnerie, on en trouve aussi assez peu. Donc, est-ce que toutes les sociétés de maçonnerie vont être condamnées, pareil, à prendre 60 000 euros dans la tête parce qu'on n'a pas de femmes? Moi, j'aimerais bien savoir, et j'aimerais surtout savoir en fait qui a attaqué ce monsieur, parce que c'est quand même complètement dingue de ne pas pouvoir choisir en fait son personnel. Je m'explique. Moi, par exemple, dans mon métier, c'est des travaux qui sont extrêmement physiques. Si j'ai envie de recruter, est-ce que je suis obligé d'accepter n'importe qui, c'est-à-dire si un gringalet se présente à ma porte et me dit écoutez j'aimerais faire ce métier, est-ce que je suis obligé de le prendre sachant que physiquement il ne va pas le faire? Est-ce que si j'ai une boutique, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un de moche? C'est subjectif, mais ma clientèle, si j'ai pas envie que si j'ai envie de mettre un visage devant eux qui soit agréable, est-ce que c'est pas mon droit aussi en tant que chef d'entreprise de choisir quel type de personnel je vais mettre? Et pour Body Minute, moi je suis désolé mais il m'a pas semblé quand même voir beaucoup d'esthéticiens, je sais même pas si ça se dit esthéticien, oui certainement. Mais très peu, hein, monsieur. D'accord, donc ce monsieur est condamné, alors que concrètement, je suis sûr que dans les piles de CV qu'il doit recevoir, il doit avoir peut-être 5% d'hommes qui se présentent. C'est vraiment complètement dingue en fait. Oui, non, mais vous avez raison de faire le parallèle avec les travaux publics, encore une fois, mais il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Il y a de la discrimination à l'embauche, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de discriminer quelqu'un parce qu'il est moche ou parce qu'il est gros ou parce qu'il est qui ne vous plaît pas. Il faut justifier ça. Là, c'est vraiment l'égalité. Félix, peut-être un mot. Qui a attaqué Body Minute? Alors c'est le ministère du Travail. La première. Oui, parce qu'il y a deux choses. Il y a le ministère de l'Emploi, du Travail et de l'Insertion, et puis il y a la ministre Aurore Berger. Il y a deux ministres qui sont impliqués dans cette affaire. D'abord, votre amant Jean-Christophe David, je crois que c'est la direction des entreprises et du travail, la directe, j'ai pas l'acronyme complet, qui vous l'a envoyé. Donc c'est les services qui émanent du ministère du Travail, c'est ça, et le ministère, on imagine, de l'égalité entre les femmes et les hommes est à l'initiative de la loi en tant que telle, mais concrètement, ce sont les services du ministère du Travail qui vous ont envoyé cette amende. Exactement. Ah d'accord, exactement. Donc c'est eux qui se chargent du contrôle des lois. D'accord. Voilà, loi qui avait été portée par le ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ils ont peut-être besoin d'argent en ce moment, donc ils tirent dans tous les sens. Mais donc effectivement, ça dépend plus du ministère du Travail que du ministère de l'égalité. C'est-à-dire que c'est le ministère de l'égalité a dû valider la chose en leur disant, enfin je ne sais pas comment il fonctionne moi, mais je pense qu'il a dû valider en disant oui c'est bon, c'est contrevenant à la loi, tu peux mettre l'amende, tu peux mettre les pénalités, vas-y. Ouais, c'est effectivement Monsieur Farandou vous avez raison, qui vient d'arriver, qui est arrivé il y a très peu de temps, qui était l'ancien patron de la SNCF, et donc c'est lui qui est concerné par cette action. Voilà, mais là, à mon avis, ils ont fait un peu de zèle. Donc c'est pas possible. Moi, je mets des hommes dans les instituts. Et dans ce cas-là, les femmes ne vont plus venir, elles vont aller chez mes concurrents. Et puis s'ils obligent tout le monde à prendre des hommes, ou alors s'ils mettent des amendes à tous les groupes d'instituts de beauté, et notamment, enfin, je veux dire, il y en a quand même quelques-uns, et toutes les petites esthéticiennes qui ont 2-3 employés, ils vont leur mettre une amende. Ils sont riches, Ouais, mais il n'y aura plus de profession. Mais à votre connaissance, vous êtes le seul à être concerné par cette... Pour l'instant, oui. C'est pour ça que je me bats. J'ai la CNEP avec moi, le syndicat des esthéticiennes, le plus représentatif, qui est avec moi et qui se bat
parce qu'ils sont tous atterrés, tout le monde tremble. Bien sûr. Tout le monde se dit, ah là, ils ont sauté sur Body Minute, parce qu'on est... Vous êtes emblématique et très connu. On est un peu emblématique, voilà, et ils se disent, et nous, on est derrière, on va tous prendre. Moi, Jean-Christophe, j'ai une proposition à vous faire. C'est la grande tendance. Moi, je m'occupe du zapping ici, et j'ai trouvé ce son pour vous. C'est la grande tendance du moment dont a parlé le site le Démotivateur. C'est la mode où les hommes désormais se rasent les cils pour faire plus viril. Écoutez ce son. Pour paraître plus viril, les mecs se rasent les cils. Une nouvelle trend est apparue sur TikTok et fait fureur chez les hommes. Le but est de se raser les cils pour que ces derniers paraissent plus virils et plus masculins. Car pour eux, les longs cils sont jugés trop féminins. De nombreuses vidéos pullulent sur la plateforme où l'on peut voir des rasoirs électriques et des ciseaux couper les cils de certains jusqu'au ras des paupières. Malheureusement, outre le fait que cela soit stupide, c'est tout simplement dangereux. Pour rappel, les cils ne sont pas inutiles, bien au contraire. Ils protègent les yeux de la poussière, de la saleté ou des particules fines. Sans eux, les risques d'infection augmentent. Et puis, de toute façon, les cils ont un cycle de croissance de 30 à 45 jours, ce qui signifie qu'ils repoussent toujours. Vous voyez, il y a peut-être de l'espoir. Alors écoutez, moi qui ne m'occupe que des femmes, les femmes, elles, se rajoutent des cils pour être encore plus séduisantes. Ça doit être un épiphénomène, je sais pas, c'est peut-être des gens qui veulent faire le buzz, vous savez. Aujourd'hui, tout est clin d'œil. Alors, quelques réactions. François nous dit ils vont mettre fin à votre profession. On a également Camille qui nous dit la parité n'a pas de sens dans certaines situations, comme dans les mairies pour le conseil municipal, ça cherche des femmes, pas pour leurs compétences, mais parce qu'il faut des femmes. Alors là, c'est le débat effectivement sur la parité, mais qui a moi, je n'étais pas pour non plus dans la politique, mais ça a plutôt fonctionné. Oui, Jean-Christophe, David. Tout ça, c'est des lois qui sont très chouettes sur le papier, mais ensuite il faut vraiment rentrer dans les détails et dans leur application. C'est comme les 35 heures. Nous, dans nos métiers, moi, quand j'avais 15 ans, que je faisais des shampoings, tous les coiffeurs de 20-25 ans, ils travaillaient 45 heures par semaine, mais ils gagnaient très bien leur vie. Aujourd'hui, quand on travaillait avec ses mains, travailler 35 heures, c'est pas suffisant. Nous, on paye énormément. On a beaucoup aimé les heures sup défiscalisées, qui étaient quand même une bonne mesure pour les jeunes. Ça leur permettait de rentrer dans des métiers accessibles et de très bien gagner leur vie. Comme ça, ils pouvaient, quand on est jeune, on a envie de se payer plein de trucs. On a la pêche, on peut travailler 45 heures. Et sortir jusqu'à 3h du matin tous les soirs, sans problème. Écoutez, on a lancé en tout cas le débat. Il y aura des droits de suite. Si le ministre Farandou veut nous répondre ou vous répondre par l'intermédiaire de Sud Radio, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à comprendre cette amende de 160 000 € à payer pour non-respect donc de la parité dans une entreprise qui propose des soins esthétiques. Merci à vous, merci d'avoir été avec nous. Merci Félix Mathieu. Avec plaisir. Et on se retrouve demain pour d'autres questions. Puis ce qui est important de dire, Félix, peut-être, c'est que nous, on a envie de suivre ces histoires. C'est-à-dire qu'on vous redonnera la parole, Jean-Christophe, David, s'il y a des avancées, si on fait bouger les choses. Et c'est le but aussi de cette émission avec vous, Félix Mathieu. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour les débats avec vous, Gilles, et puis vous nous ferez votre zapping. À tout de suite. Sud Radio, midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, petit changement, donc dans ce 10h midi, nous commençons les débats à 10h30 désormais jusqu'à midi, et plus que jamais, nous vous attendons au 0826 300 300 pour réagir aux sujets qui font l'actualité. Alors pour débattre et commenter l'actualité, Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud. Bonjour. Professeur à la Sorbonne, et très bonne année à tous, encore une fois. Directeur de la revue Nouvelle Revue Politique. Bienvenue à vous Arnaud. Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône. Bonjour à vous. Bonjour Valérie. Jean-Pierre Denis, journaliste, écrivain et créateur de la lettre d'information Théopolitique. Bonjour Valérie, vous. bonne année. Et bonne année. Et Alex Zarmon, journaliste politique. Et on vous retrouve sur YouTube. C'est votre chaîne de débat Les Indécis.
bonjour. Bonjour et bonne année Valérie. Et Gilles est resté et sera là avec nous, Gilles Gansman, pour relayer vos réactions sur les réseaux sociaux, vos appels, et puis nous partager bien les différents sons qu'il y a pu y avoir. Enfin, vous avez toujours un petit zapping qui commencera. Cette émission va commencer. Alors, on va évidemment parler du coup de force de Donald Trump, Nicolas Maduro, kidnappé par les États-Unis et qui ce matin, vous l'avez peut-être entendu cette nuit, Donald Trump a dit que Cuba est sur le point de tomber et nous avons besoin du Groenland. Débat sur le droit international. On va revenir sur la baisse des factures d'électricité. En moyenne 10 € par an. J'ai envie de dire, de qui se moque-t-on? Et puis Dry January, est-ce que vous êtes prêt à ne pas boire pendant ce mois de janvier? Est-ce que ça a du sens pour vous? On en parle dans un instant. Gilles, on commence. Tout à l'heure, je vous ferai écouter un petit son des Français sur le Dry January, mais je vous le garde pour tout à l'heure. On va commencer par Brigitte Macron. Hier, Brigitte Macron était sur TF1 dans le journal d'Audrey Crespo-Mara pour le lancement, vous savez, de l'opération Piège jaune. Et elle est revenue sur la polémique avec Harry Habitant, où elle a rappelé qu'elle était une femme de caractère. Je ne voulais pas. Bon, c'est sorti. J'ai aussi un naturel. Il y a des moments où j'oublie. Et là, je ne devrais pas. Mais je ne suis pas épouse de président à longueur de temps. Il y a des moments où Brigitte reprend le dessus. Et Brigitte n'est pas une femme mesurée. Je rappelle que Harry Habitant a eu un non-lieu dans le cadre de son procès. 2 non-lieux. Et quand ils sont, ce sont des hommes publics, des personnes publiques, ça n'a pas de fin. Et nous ne sommes pas des juges. Et la justice, c'est vraiment un pilier pour moi. Donc, bien évidemment, quand on a recours à la justice, et heureusement que les femmes qui ont subi des violences le disent et ont recours à la justice. Mais le jugement ne va pas forcément être adéquat à ce que nous espérons. Et je le sais, puisque moi, j'ai recours aussi à la justice. C'est pas le sujet. Mais elle est là. Et ce qu'elle dit, elle a étudié nos dossiers. C'est très important. Et ça, je la respecterai. Je respecterai toujours les décisions de justice. Vous aviez vu cette séquence ? Laquelle la séquence dont elle parle ou celle-là? Non, celle-là hier. Non, je ne l'ai pas vue hier soir. Non, du tout. Je la découvre. Mais c'est intéressant quand elle dit qu'elle est pas que femme de président, qu'elle est Brigitte Macron aussi, parce que c'est vrai, il n'y a pas de statut. Il n'y a pas de statut de l'épouse du président de la République. Quand je l'ai entendu l'extrait que vous avez donné, j'étais d'abord choqué en me disant mais si justement quand on a un rôle comme le sien, on oublie la personne et on est dans la fonction. Mais justement, elle n'a pas de fonction officielle. C'est cet entre-deux qui rend les choses difficiles, même si évidemment. D'ailleurs, en l'occurrence, on ne l'a pas tellement reproché à Emmanuel Macron. C'est vraiment sur elle que les critiques ont plu. D'ailleurs, on peut remarquer que lui n'a fait aucune réaction et n'a jamais réagi sur cette séquence. Oui, c'est vrai. On peut aussi se remarquer qu'il ne s'est jamais exprimé. Non, mais en même temps, c'est assez logique, je veux dire, qu'il n'intervienne pas là-dessus. Mais bon, c'est toujours le problème du distinguo entre personnage public et personne privée. Mais c'est vrai que la personne privée, elle finit par engager la personne publique, surtout quand on est l'épouse, même s'il n'y a pas de statut du président de la République. Moi, je trouve que l'argumentation n'était pas terrible. Apparemment, elle a convaincu. Moi, elle m'a pas convaincu personnellement, parce que je comprends pas qu'elle puisse dire qu'elle est autre chose que première dame de France, en fait, en réalité. Même s'il n'y a pas de statut, on la connaissait pas avant, Brigitte Macron, ou très peu. Donc, si elle doit assumer ce rôle-là. Par contre, moi, ce qui me dérange, et son argument, il est... D'ailleurs, elle l'a pas dit hier soir parce que j'ai vu cette séquence, c'est que c'est des propos récupérés dans le cadre privé. Ça, c'est vrai que c'est pas très normal et que on peut comprendre qu'elle soit un peu agacée par ça. Ça, c'est pas logique pour le coup. Ça, c'est le sujet du monde, j'allais dire, de la communication aujourd'hui, où on est rentré dans une ère d'hypervisibilité où l'image peut être captée à tout moment et diffusée sur les réseaux. Et c'est ce qui s'est passé avec Brigitte Macron, comme ça s'est passé avec d'autres par le passé. Évidemment, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et on relayera tout ce que vous pouvez nous dire à ce sujet. Je vous emmène en Suisse. La Suisse gardera longtemps la blessure de Crans-Montana. De nombreuses victimes jeunes. Un chef des pompiers en larmes que vous avez peut-être vu en image. Et un témoignage sur TF1 hier soir. Alors, le témoignage, il est de Gianni. Il a porté secours aux victimes. Je vous le dis tout de suite, faites attention, car les mots sont assez forts et peuvent heurter. J'ai vu quelque chose, je pense pas pouvoir voir pire
qu'un humain par terre effondré en train de fondre par les flammes comme ça. J'ai vu des scènes terrifiantes, j'ai vu des gens se faire réanimer de partout, des gens déchiquetés, des gens sans visage. J'ai vécu l'horreur et je sais qu'aujourd'hui, je vois pas comment ça pourrait être pire. On arrive, on voit un mouvement de foule énorme, on voit des gens de partout, des premières personnes torse nu par terre, des brûlures de partout, ça crie, c'est effrayant. C'est une scène de film d'horreur, j'ai envie de dire. Et je trouve ça quand même assez horrible de rester spectateur face à une situation où on voit des enfants de 14-15 ans en train de brûler. Et on reste là sans rien faire. Donc on a décidé d'aller agir. On a vu qu'il n'y avait pas encore beaucoup de pompiers. Il y avait un seul camion de pompiers qui était là. Donc on est allé, mon père le premier, moi derrière en suivant, pendant que tout le monde s'écartait. On est rentré et puis à partir de là, on a commencé à sauver. Ouais. C'était compliqué beaucoup de témoignages. Voilà, et compliqué pour les journaux à diffuser des images aussi. Hein. C'était très compliqué. Et pour lancer votre débat, Valérie, vous pouvez aussi réagir sur nos réseaux. Et pour lancer votre débat, je vais vous faire entendre le témoignage, puisque vous allez partir sur le Venezuela, de Yadam. Alors Yadam, c'est un chanteur vénézuélien qui vit en France, et quand il a vu les nombreuses critiques sur Trump et sur le pétrole, il a voulu prendre la parole et dire que pour lui, c'était le prix de la liberté. À vous de faire une opinion et d'en discuter avec Valérie. Le débat sera lancé. On écoute le témoignage de Yadam. Bonjour, je m'appelle Yadam, je suis chanteur vénézuélien. J'ai ouvert Instagram et je aperçois que le Venezuela a été bombardé. J'ai lâché quelques larmes. Et puis bizarrement, quand j'ai vu que mes amis allaient bien, que ma famille allait bien et que tout le monde était en train de faire la fête, je me dis que je comprends pas parce que normalement on devrait être terrifié. Apparemment Maduro a été capturé. Ensuite je vois les médias en France qui commencent à dire fuck les États-Unis, soutien au peuple vénézuélien qui se fait attaquer par les États-Unis. Et j'ai juste une envie du coup d'expliquer, de mettre les choses au clair du point de vue de quelqu'un qui est, pas physiquement au Venezuela, mais qui est au moins vénézuélien et qui sait exactement ce qui traverse nos esprits. En fait, ce qui est fou, c'est que nous les Vénézuéliens, on n'a pas peur de ce bombardement. En fait, on vit dans la peur depuis 25 ans. Depuis que je suis né, on vit dans la peur. On vit dans la peur de sortir dans la rue et se faire tuer par des gens parce que les gens n'ont même pas de quoi manger, donc ils sont obligés de tuer les autres pour voler leur nourriture. On vit dans la peur de dire ce qu'on ressent parce que si on dit quelque chose, écrit quelque chose, envoie un message vocal, le gouvernement, si on est contre lui, il t'emprisonne. Il n'y a pas de vraie loi au Venezuela. Il y a juste la loi de eux, ces bâtards qui contrôlent le pays depuis 25 ans. Mais tu sais que le pétrole qui est au Venezuela depuis 25 ans, même nous les Vénézuéliens, on n'en profite pas déjà puisque c'est dans les mains du dictateur et de sa famille et que c'est eux qui s'enrichissent en faisant leur propre commerce entre eux et leurs poteaux, enfin entre la Russie et je sais pas quels autres pays, même les pays arabes. Donc de toute façon, le pétrole que vous dites que les États-Unis va prendre, il a déjà été pris par des autres. Voilà, donc un témoignage, on a vu que les choses n'étaient peut-être pas aussi simples que cela au Venezuela non plus, donc coup de force de Donald Trump et la question qui oppose les uns et les autres est savoir est-ce qu'il y a un droit international, est-ce que Donald Trump finalement n'a pas mis le doigt dans un engrenage un petit peu compliqué qui va lancer, qui va mettre en place un chaos au Venezuela et un chaos mondial parce que la situation au Venezuela n'est pas aussi simple que ça. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé les uns et les autres avec cette question du droit international? Est-ce que vous êtes d'accord? Et on vous pose la question à vous, auditeurs de Sud Radio, est-ce que vous approuvez ce qu'a fait Donald Trump, c'est-à-dire d'aller capturer un chef d'État au motif qu'il est un trafiquant de drogue? 0826 300 300. Arnaud Benedetti, cette intervention américaine, elle vous inspire quoi? Moi, je comprends la réaction du jeune Vénézuélien là, que vous avez diffusé, c'est-à-dire que au-delà de la question du droit international, qui est un vrai sujet, c'est que moi je note la contradiction entre ceux qui à la fois ne pleurent pas la chute de Maduro
et en même temps condamne l'intervention américaine, parce qu'il y a une forme de contradiction, si vous voulez. Bon, ça a été dit, le régime de Maduro, c'est un régime à la fois kleptocrate, corrompu et antidémocratique, qui asservit son peuple. Je rappelle quand même qu'il y a 8 millions de Vénézuéliens qui ont quitté le Venezuela ces dernières années, ce qui montre que le Venezuela n'est pas le paradis que veulent défendre un certain nombre de soutiens de Maduro. Que fait-on ? Que fait-on ? Que fait le droit international, en l'occurrence, pour protéger un peuple qui est opprimé, clairement ? Donc cette question, elle se pose. Ensuite, après, c'est la suite. C'est-à-dire que pour le moment, à l'heure où on parle, on ne sait pas ce qui va se passer. Non. Parce que Maduro est capturé, Maduro est entre les mains de la justice américaine, mais quelle est la suite ? C'est ça, c'est qu'il y a une junte assez forte. Moi, et je assez suis puissante. assez perplexe devant quand même les déclarations de Trump et de sa conférence de presse, juste après la capture de Maduro, où finalement, il ne cite pas spontanément le président qui a été légitimement élu, l'opposant à Maduro, et où il ne cite pas, sauf lorsqu'il répond à une question d'un journaliste, la prix Nobel, Madame Machado. Donc, quelles sont les intentions américaines ? Je veux dire, ensuite, ça, je pense, une interrogation qui se pose. Après, j'invite tous ceux qui... parce que c'est pas la première fois que les Américains vont chercher quand même un chef d'État sud-américain qui est soupçonné de trafic. Je rappelle qu'en 1989, ils avaient mené une opération au Panama. Ils n'étaient jamais allés aussi loin dans le continent sud-américain, certes, en termes d'intervention directe. Mais là, c'est une première en l'occurrence. Mais Noriega avait été capturé en 89 par l'administration Bush. Et j'invite à lire on avait posé à François Mitterrand une question, je veux dire, sur justement cette intervention. Et Mitterrand avait plutôt, dans ses propos, légitimé. Ils disent ce que dit Macron a dit. Il avait plutôt légitimé cette intervention en disant, c'était en 89, en disant que le problème du trafic de drogue était un trafic mondial qui mettait en péril l'humanité, qu'à un moment donné, il fallait agir. Voilà quelle avait été la réaction de Mitterrand à l'époque, sans qu'elle d'ailleurs elle suscite une polémique et une controverse telle qu'on la connaît aujourd'hui. 0826 300 300, vos réactions et quelques déjà réactions sur Facebook. Le peuple est ravi, nous dit Anna. Le peuple a l'air ravi, Maduro dictateur, mais Trump continue au Nicaragua. Le manichéisme n'a pas sa place dans ce débat. On parle de réel politique. On continue avec vous. Je vous donne la parole tout de suite après Jean-Pierre Denis. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Mettons-nous d'accord. On est ensemble jusqu'à midi. 0826 300 300. Nous parlons donc de la capture de Nicolás Maduro, de l'intervention américaine. Et la question, effectivement, c'est et maintenant, que va-t-il se passer ? Est-ce qu'on est enfin, ça pose la question du droit international, ça pose la question de l'ONU également, ça pose la question de l'après au Venezuela et puis de la suite des événements voulus par Donald Trump, Cuba, le Groenland et puis quid de la Chine avec Taïwan, de l'Ukraine pour Poutine. Beaucoup de questions au lendemain de cette intervention. On a Julien en ligne qui est avec nous. Bonjour Julien. Oui, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire sur... vous approuvez cette intervention ? Alors oui et non, je suis pas un grand expert en sciences politiques, mais je pense que le fond était peut-être légitime, mais la forme, elle est absolument pas. J'ai envie de dire, c'est du Trump tout craché, quoi. Le faire seul dans son coin, sans réellement un cadre multilatéral, ça peut un peu donner l'impression d'un comportement autoritaire, voire peut-être dictatorial même. Mais oui, je sais pas si il aurait peut-être dû consulter des instances internationales ou des alliés, enfin pour respecter des principes de coopération, je pense. Ouais. Vous estimez qu'il qu'il est intervenu de façon unilatérale, qu'il est intervenu sans rien demander à personne, quoi, en gros. C'est ça. Ouais. C'est l'impression que ça en donne, du moins de notre vision ici en Europe, quoi. Oui. Alors Jean-Pierre Denis, merci de nous avoir appelé. Julien, 0826 300 300. Est-ce que vous approuvez cette intervention de Donald Trump ? Et effectivement, avec ce paradoxe de dire oui, on est content que le Venezuela soit débarrassé d'un dictateur,
Et en même temps, ça pose quand même un certain nombre de questions sur les motivations aussi de Donald Trump. Oui, en effet, Valérie, je pense que vous n'allez pas avoir de mal à nous mettre d'accord autour du micro pour dire qu'on n'a pas beaucoup de larmes pour Maduro. Hein, ça, c'est certain, avec 8 millions effectivement de Vénézuéliens en exil, plus tous ceux qui sont restés sur place et qui ne peuvent pas protester et qui ont peur, évidemment, c'est bon débarras. Après, je mettrai quand même quelques petits bémols. Je suis globalement d'accord avec ce que disait Arnaud Benedetti à l'instant tout à l'heure, mais je trouve quand même que d'abord le prétexte, le trafic de drogue, c'est un prétexte. Hein, c'est pas voilà, il n'y a pas vraiment d'enjeu majeur, c'est pas un acteur majeur du trafic de drogue international, sinon il faudrait s'attaquer à d'autres États, et on imagine mal Trump s'attaquer à la Colombie, au Mexique, enfin à tous ses voisins finalement, au sud. Donc ça paraît assez peu. Attention, oui, on ne sait jamais. Bon, attendez, il a le Groenland d'abord, Cuba. Il a un programme assez chargé. La deuxième chose, c'est que c'est un effectivement dictateur corrompu et au pouvoir de manière illégale. La différence entre Trump et Maduro, c'est que Trump est arrivé légalement au pouvoir. Après, côté corruption, je suis pas sûr qu'on puisse faire. Il faudrait regarder d'un petit peu plus près. Et du point de vue légal américain, c'est une opération militaire habillée en opération de police. Enfin, c'est une opération militaire qui aurait demandé l'aval du Congrès américain. Donc ça pose aussi un certain nombre de problèmes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la suite. Et sur la suite, je trouve qu'on arrive mal à distinguer l'immédiat, c'est-à-dire qui va gouverner le Venezuela, comment ça va se passer, et les conséquences en chaîne. Sur l'immédiat, j'ai pas l'impression qu'il va aller beaucoup plus loin. Et ce qui m'a frappé, moi, cette nuit là, c'est quand on a reçu les réactions de la vice-présidente qui fait fonction en intérim. Après avoir dit c'est scandaleux, rendez-nous Maduro, bon, ça, elle pouvait pas dire autre chose. Elle a quand même parlé de coopération avec les États-Unis, des relations équilibrées et respectueuses entre les États-Unis et le Venezuela. Si c'est pas un message comme quoi, 1, elle veut rester en vie, 2, pas être enlevée, et 3, qu'il y a peut-être aussi un deal pour que finalement on s'arrête là. Et ça serait assez bien du Trump, parce que finalement il aime bien les opérations ponctuelles, et il sait aussi que les opérations de changement de régime qui ont été menées par les républicains dans le passé se sont toujours mal passées. Donc peut-être qu'il se satisfera dans le court terme de ça. C'est la suite qui est plus inquiétante. Alors, Alex, Armand ? Moi, je vais vous dire, je ne sais pas du tout quoi en penser, parce que c'était il y a 3 jours, en réalité, que c'est normal, on est tous un peu abasourdis, on donne tous un peu notre avis, mais après, Trump, il avait dit qu'il le ferait. Donc là, on est en train de se dire, même Nicolas Maduro avait dit, qui vienne me chercher. Il a joué, il a perdu, Nicolas Maduro, d'une certaine manière. Vous l'avez dit, c'est quand même un dictateur, Nicolas Maduro, qui a pris la place d'un autre dictateur à l'époque, qui était Hugo Chavez. C'était un drame, ce pays, depuis 1998. Et c'était un drame. Moi, je suis désolé, mais je veux aussi vous dire une autre chose. Pour moi, le trafic de drogue est un vrai prétexte, une vraie raison pour intervenir. Enfin, faut quand même dire que même ça nous concerne, nous, directement, les Français, ce trafic de drogue. Vous êtes naïf. Enfin, pas vous êtes naïf, mais le Venezuela est pas... Enfin, il y a d'autres pays, il y a le Mexique. Attendez. Non, mais je ne dis pas que c'est le seul prétexte et que c'est le vrai prétexte. Je vous dis simplement que quand il justifie et qu'il dit que le trafic de drogue est un prétexte ou une raison pour intervenir, on ne peut pas lui enlever cette raison-là. C'est une vraie raison. Je dis pas que c'est la seule et que c'est la vraie. Mais non, mais attendez. Mais il a libéré combien de kilos de drogue ? Le président du Honduras qui avait été condamné à 45 ans pour trafic de drogue. Mais ça, c'est l'ambivalence de Donald Trump. Ça, c'est le sens contraire de Donald Trump. Vous pensez vraiment que le trafic de drogue... Mais non, mais je vous dis pas que c'est la seule et unique raison. Je pense que c'est même pas une raison. C'est pas du tout une raison. Moi, je pense que c'est l'une des raisons, mais c'est aussi après, quand vous connaissez Donald Trump, ce n'est pas la seule raison et la raison principale. Et j'en terminerai juste par une chose. Ce que je trouve très intéressant, moi, dans ce qui s'est passé, je suis très inquiet du chaos qu'il va y avoir, parce que on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, ça donne toutes les raisons du monde, et à la Chine, et même à l'Iran, pour pouvoir intervenir librement, si elle le souhaite, dans une guerre quelconque demain. Mais juste pour répondre sur le fait qu'il aurait dû convoquer le Congrès ou quoi que ce soit, c'est un effet de surprise aussi vendredi soir. Il a voulu jouer son effet de surprise. Il n'a pas convoqué le Congrès au moment d'intervenir en Iran au mois de juin dernier pour aller soutenir son allié, l'État d'Israël. Mais ce que je trouve très intéressant dans ce qui a été fait là, et on en parlera, j'espère, c'est quand même le fait qu'on est en train de voir quand même dans tout le monde entier
les réelles alliances et les réels partis pris de certains partis politiques ou certaines forces politiques aussi, que ce soit en Europe, en Amérique du Sud, et vous allez voir bientôt même en Asie. Bien sûr. Gilles Platré. Alors, je ne vais pas vouloir vexer les Vénézuéliens qui nous écoutent, mais je pense qu'en fait, l'enjeu dépasse très largement leur pays. Bien sûr. On est en train de voir se positionner les pièces d'un nouvel ordre international, qui est dicté par une configuration duale opposant les États-Unis à la Chine. Ça, c'est la base. Et Trump est en train de mener une politique partout qui peut nous paraître choquante, etc., mais qui est la politique des États-Unis, pas la politique de Trump, qui consiste à renforcer la puissance américaine pour préparer cette grande confrontation avec les Chinois. Qui soutenait le régime vénézuélien? 3 États essentiellement avec lesquels des accords de coopération étaient noués. La Chine, l'Iran, la Russie. Donc, en mettant la main sur le Venezuela, Trump dit à ces 3 puissances-là, et essentiellement à la Chine et à la Russie, qu'il veut être maître de son environnement immédiat. Donc ça ne va pas s'arrêter. Il est évident qu'il ira au-delà dans d'autres configurations. Donc je crois que on peut nous dire que la drogue est le prétexte, c'est un des enjeux. Sans doute, c'est l'enjeu de départ. Le pétrole peut être un des enjeux, mais c'est pas l'enjeu principal. Pour moi, l'enjeu principal, c'est de préparer l'échiquier pour l'ordre mondial qui est en train d'advenir. Et donc, ça peut paraître violent. On peut se lamenter sur le fait que le droit international ait été violé. Il l'a été. De fait, il l'a été. Mais on est sur un enjeu de puissance. Et un enjeu de puissance planétaire. Donc c'est vraiment ce qui motive, à mes yeux en tout cas, cette intervention. J'ajouterais juste que des informations que nous avons, on sait aussi que la Chine, comme la Russie, avait lâché Maduro depuis au moins 2 mois. Parce que Trump a fait monter la pression et qu'on ne voulait pas aller à la configuration frontale sur cet enjeu-là. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on prenne un peu d'auteur parce qu'effectivement, sur le terrain, ça n'est pas acceptable. C'est ce que disait Mitterrand en 89 de la même façon, en disant c'est une bonne chose, même si ça ne respecte pas le droit. Je crois même que la France était allée jusqu'à bloquer une résolution de l'ONU qui voulait condamner l'opération américaine de 89. Donc juste quand même rappeler l'histoire. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est ce que Trump est en train, ce que les États-Unis sont en train de préparer, et donc leur face-à-face avec la Chine qui va nous occuper dans les décennies qui viennent. Le nouvel ordre mondial, c'est plus les États-Unis contre l'Union soviétique, c'est les États-Unis contre la Chine. Et tout est en train de se préparer. Et la lecture que nous devons avoir, me semble-t-il, des opérations qui vont venir est liée à cette configuration. Je suis complètement d'accord, mais du coup, la question quand même, il y a quand même un paradoxe, c'est qu'en même temps, ça ouvre la voie à une intervention de la Chine à Taïwan, c'est-à-dire que quelque part... Les États-Unis ne l'accepteront pas. Les États-Unis ne l'accepteront pas parce qu'ils sont totalement dépendants. C'est là qu'il y a une question pour moi. Parce qu'ils mettraient leur sécurité en jeu, c'est-à-dire que les composants qui sont fabriqués à Taïwan, les États-Unis en dépendent, et ça, ils ne l'accepteront pas. Parce qu'il y a eu une idée à un moment donné en disant, finalement, Trump a eu l'accord de la Chine sur le Venezuela, et il a laissé la Chine, il a laissé Taïwan à la Chine. Je ne le crois pas une seule seconde, très honnêtement, parce que l'enjeu stratégique est trop important, mais parce qu'il va masser, vous verrez, des moyens militaires pour faire comprendre à la Chine qu'il interviendra. Nos éditeurs réagissent en fait à ce que vous dites en disant le problème est peut-être plus simpliste que ça. Est-ce que finalement seuls les États-Unis ont une puissance militaire capable de faire ce genre de choses? Est-ce que la Chine, est-ce que Taïwan a cette même puissance militaire? C'est extrêmement important cette remarque, parce que c'est une remarque d'un auditeur, elle est extrêmement importante parce que c'est aussi un message en effet qu'il envoie aux Chinois et aux Russes, et notamment aux Russes, en leur disant regardez, nous on est capable de mener des opérations techniques extrêmement difficiles pour aller capturer un chef d'État qu'on considère comme un chef d'État ennemi et adversaire de nos enjeux existentiels, parce que c'est ça aussi, parce qu'il faut laisser un peu de côté la personnalité de Trump. Moi je pense, je suis assez d'accord avec vous, que ça se réinscrit dans un logiciel américain qui est celui de la doctrine Monroe depuis le début du 19e siècle. En l'occurrence, c'est-à-dire que la doctrine Monroe, c'est que je veux dire, on n'intervient pas dans les affaires du monde globalement, sauf que lorsque nos intérêts existentiels sont en jeu, notamment dans notre précaré. Et le précaré, c'est notamment le précaré sud-américain. Donc là-dessus, je veux dire, il est conforme finalement à, j'allais dire, une doctrine
qui est vieille de près de plus de 2 siècles maintenant. Après, c'est un message, en effet, qui est envoyé aux Russes, notamment, qui n'ont pas été capables, eux, de faire la même chose avec quelqu'un qu'ils visaient depuis le début, c'est-à-dire le chef d'État ukrainien, qu'ils ont voulu essayer de capturer, qui n'ont pas réussi. Donc il y a une démonstration, en effet, de force à la fois sur le continent sud-américain. Après, il faudra se poser la question de savoir quelle va être la réaction, et on commence à percevoir d'un certain nombre d'États sud-américains par rapport à ce qui est considéré quand même comme une intervention illégitime par beaucoup de Sud-Américains, pas par tous, pas les Argentins, mais on a entendu Lula notamment qui a dit que toutes les lignes jaunes avaient été franchies, ou le Colombien évidemment, qui d'ailleurs doit se sentir un peu visé parce que je veux dire, il constitue une plaque tournante en matière de trafic de drogue. Donc c'est aussi ça le message qu'envoie Trump, au-delà j'allais dire de son précaré et du précaré américain. On se retrouve après les infos et on va continuer à évoquer ce qui s'est passé, avait évoqué la capture de Nicolas Maduro, et après et maintenant, que va-t-il se passer? Vous êtes nombreux comme Thomas à dire le droit international n'existe pas, camouflé aussi pour l'ONU, mais on sait bien que l'ONU de toute façon était moribond depuis un certain temps. Et puis on va parler de l'électricité avec cette baisse incroyable, 10 € par an. De qui se moque-t-on? 0826 300 300, on vous attend sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, directeur de la Nouvelle Revue Politique, Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, Jean-Pierre Denis, journaliste, écrivain, et vous avez créé la lettre d'information théopolitique, et Alex Darmon, journaliste politique, et on vous retrouve sur YouTube avec votre chaîne Les Indécis, et Gilles Gansman est avec nous pour relayer un petit sourire pour démarrer. Pourquoi? Une chanson qui circule en ce moment sur Internet qui s'appelle Great All Again. Ça veut dire le père Trump. Alors, c'est quoi? J'ai pas compris. La chanson, c'est Make All Great Again. C'est-à-dire le slogan de Trump, faites le pétrole en premier. Donc ça a été détourné de faire l'Amérique en premier. Ils l'ont détourné par faites le pétrole en premier. En premier, oui. Et c'est circule sur les petits réseaux. Ouais. C'était un petit clin d'œil réseau. Et petit clin d'œil aussi, c'est le jogging de Maduro. Oui. Ah, ben on peut écouter. Parce qu'on a vu, on a des images. Donc, parce qu'il faut dire quand même que Donald Trump a mis en scène l'arrestation de Nicolas Maduro avec cette image assez saisissante où on voit qu'il a fait circuler le convoi, enfin la camionnette dans laquelle il était, avec les portes ouvertes, parader pour qu'on voit Maduro. On l'a vu arrêté également avec son jogging Nike. Alors c'est un survêtement Nike, la marque s'appelle Tech Fleece gris, et c'est en rupture de stock. Et écoutez ce petit reportage. L'ensemble Nike Tech Fleece gris complet devient le survêtement le plus recherché de 2026 après que Donald Trump ait posté la photo de l'ancien dictateur vénézuélien capturé dans un avion. Et quelques minutes après l'avoir posté, les impacts sur Google et Nike ont été énormes. Les recherches pour le survêtement ont explosé mondialement en moins de 4 heures. Les stocks ont été dévalisés et l'ensemble est en train de devenir l'article le plus viral de 2026. Cette opération militaire majeure se transforme donc dans l'une des plus grosses pubs involontaires de l'histoire pour Nike. Alors Valérie, involontaire, pardon, mais c'est pas du tout involontaire. Il n'a pas été capturé en jogging, hein. Non. On lui a mis après. Enfin, Nike n'a pas payé pour... Peu importe, Nike est américain, et excusez-moi, mais avec Donald Trump, il n'y a rien d'involontaire. Bon, en tout cas, j'ai essayé d'en acheter un pour moi, Valérie. Ouais. C'est un peu compliqué, mais sachez que ça vous coûte entre 180 et 210 € si vous voulez être habillé comme Maduro avec ce Nike Tech Fleece, ça s'appelle. La réaction d'Emmanuel Macron, vous vouliez en parler, Alex Darmon, à cette intervention. On en parle avec vous, 0826 300 300. Est-ce que vous approuvez, est-ce que vous comprenez l'intervention de Donald Trump au Venezuela? Il y a eu des condamnations,
mais pas... De la part d'Emmanuel Macron ? Mais pas d'Emmanuel Macron. Non, mais il y a quand même un fait politique majeur, c'est que depuis longtemps, Emmanuel Macron est enfin d'accord avec Gabriel Attal. C'est-à-dire qu'ils ont tweeté quasiment au même moment pour dire pratiquement la même chose, pour saluer l'intervention de Donald Trump au Venezuela. D'ailleurs, aussi, autre fait marquant quand même, qui n'était jamais arrivé, Donald Trump a repris le message d'Emmanuel Macron pour le publier sur ses réseaux sociaux, sans rien. Donc il y a quand même quelque chose, ce que je vous disais tout à l'heure, qui politiquement, symboliquement, géopolitiquement parlant, se passe avec cette intervention militaire de Donald Trump et d'une certaine manière, je ne sais pas si on peut employer le terme comme ça, mais une défaite un petit peu de la part de la France et de l'Europe, parce que l'Europe, via Emmanuel Macron et via Giorgia Meloni en Italie, salue l'action de Donald Trump, qui effectivement a bafoué tout le droit international, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, qui a intervenu sans demander l'avis de qui que ce soit, et c'est la première fois qu'on a un soutien franc et massif de la part d'Emmanuel Macron sur une action de Donald Trump. Excusez-moi, mais il faut quand même rappeler quelque chose, c'est que Emmanuel Macron, il a quand même rencontré Nicolas Maduro il y a moins de 3 ans. Il a quand même eu des échanges avec lui. Enfin, c'est public, hein, si vous lisez des articles dans la presse. Son ancien conseiller, Ismaël Emelien, a conseillé Nicolas Maduro pour sa campagne électorale il y a 2 ans et demi, avec une agence de communication française. Donc il y a quand même un virage qui serait intéressant à analyser, intéressant à comprendre, parce que c'est pour la première fois une politique pro-américaine assumée de la part de la France depuis bien longtemps. Bien longtemps. Thomas nous dit cet événement aurait mérité autre chose qu'un tweet pour un président. Effectivement, on a eu un tweet. Alors on nous dit mais c'est pas le tweet n'est pas le communiqué officiel, mais il n'y a pas eu de communiqué officiel. Le tweet du président de la République devient la parole de la France. Ah oui. Il n'y a même pas d'ambiguïté là-dessus. Ce qui m'inquiète moi en revanche, alors je pense que c'est Emmanuel Macron pour une fois, et vous savez que je crois que je n'ai jamais fait un compliment sur lui ici ni ailleurs, a plutôt exprimé une position qui est conforme aux intérêts de la France. Alors j'ai pas la même lecture, mais voilà. Mais ce qui m'inquiète en revanche, c'est que quelques heures plus tôt, le ministre des Affaires étrangères avait une position différente. C'est-à-dire que M. Barrot condamne la forme, alors tout en prenant les précautions d'usage de se détacher évidemment de Maduro et de sa politique, mais condamne au nom du droit international et quelques heures plus tard, le président de la République, alors que le Quai d'Orsay est censé représenter lui aussi, exprimer la voix de la France, le président prend le contre-pied du Quai d'Orsay. Je pense que ça, c'est pas un signe de bonne santé, et que, ou alors il y a eu tergiversation, pression, et la position a changé, mais avoir cette juxtaposition en quelques heures de 2 positions officielles différentes, c'est la position du président qui compte. Ou alors il y a une autre hypothèse, c'est le en même temps au plus haut niveau de l'État. C'est-à-dire que je veux dire, on dit qu'il faut respecter le droit international. Et en même temps, je veux dire, si je puis dire, on prend une position officielle à l'Élysée, disant que finalement, ce qui se passe au Venezuela est conforme aux intérêts du peuple vénézuélien. Mais moi, je vois pas, honnêtement, pas tous en même temps, pas tous en même temps. Non, mais honnêtement, Gilles, moi, je vois pas en quoi ça c'est conforme aux intérêts de la France. Les Anglais, ils ont une attitude qui, sur le fond, dit la même chose, mais ils disent, nous, on n'est pas intervenu là-dedans. Par exemple, c'est une réponse typiquement britannique. Voilà. Mais on comprend qu'ils sont pour le respect du droit international, que là, c'est pas très joli, mais qu'au fond, on passe l'éponge. Voilà. Là, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on est vraiment en alignement direct avec les États-Unis. Et honnêtement, c'est pas du tout la tradition diplomatique de la France. On est quand même membre du Conseil de sécurité à titre permanent. Est-ce que l'ONU sert encore à quelque chose? Puissance nucléaire, membre du Conseil de sécurité. Oui. L'ONU sort. Enfin, on ne peut pas imaginer aujourd'hui un monde sans un minimum de régulation. Bien sûr que aujourd'hui, vous savez, j'avais un vieux prof à Sciences Po qui disait, Guy Brébant, qui disait, on parlait des coups de force parfois constitutionnels en France, il disait mais finalement le président de la République en a le droit parce qu'il en a le pouvoir. Finalement c'est un peu ce que les États-Unis ont fait. Et pourquoi je dis que c'est conforme aux intérêts de la France? Je suis pas du tout favorable à un alignement tout azimut. Je crois simplement ce que je vous disais tout à l'heure, que dans ce qui est en train de se dessiner du nouvel ordre mondial, il faudra bien à un moment donné choisir son camp. Oui. Et je pense que notre camp naturel, c'est les États-Unis, c'est pas la Chine. Voilà. Donc je dis que mais qu'est-ce qu'on va faire avec le Danemark? Là,
on voit que la France est solidaire ça du pose Danemark. effectivement une autre question parce que ça touche à des intérêts européens. Et là, effectivement, vous avez raison. Je pense que là, on n'aura pas le même tweet de la part du président. Il y a une autre raison, une autre motivation peut-être d'Emmanuel Macron aussi, c'est d'essayer d'arrimer autant que faire se peut Trump sur ses positions ukrainiennes aussi. Il y a ce sujet-là aussi dont il faut peut-être tenir compte pour expliquer la déclaration du président de la République. Mais moi, je suis comme vous, je trouve qu'elle est totalement contradictoire avec la déclaration de Jean-Noël Barrot. Et il est revenu dessus, Jean-Noël Barrot, ce matin. Il est quand même revenu. Il a fait un tweet ce matin en s'alignant sur la position du président de la République. Il n'a pas tellement le choix. Bien sûr, mais pardon. Une cohabitation entre l'Élysée et le Quai d'Orsay, ça serait quand même inédit. Mais quand on dit qu'il y a un virage diplomatique, vraiment, regardez juste les tweets et les messages du président Macron au mois de juin dernier, au moment de l'intervention de l'État d'Israël en Iran, soutenu par les États-Unis. Ça n'avait absolument rien à voir. C'était limite quasiment une crise diplomatique mais au sommet de la France, on en parlera sans doute tout à l'heure avec le coup de cœur d'Arnaud, mais la France a vis-à-vis de l'Iran une politique qui est complètement délirante, silencieuse pour le coup, et en fait elle a toujours protégé le régime des Mollahs, ce qui est un truc absolument détestable. Donc la prise de position contre l'intervention américaine et israélienne lors de la guerre des 12 jours était dictée par cette position diplomatique que je condamne depuis longtemps, et qui est on ne touche pas au régime de Téhéran. Donc voilà, c'est deux choses différentes. Je pense que là, honnêtement, Emmanuel Macron, alors il y a en diplomatie, je parle sous le contrôle de personnes qui sont beaucoup plus expertes que moi, mais en diplomatie, il n'y a jamais rien de gratuit. C'est-à-dire que si on fait quelque chose, c'est qu'on a obtenu autre chose. Qu'est-ce que la France a obtenu grâce au tweet de M. Macron? Ça, personne ne peut le dire autour de cette table, mais forcément, il y a eu des négociations. Rien. Je ne crois pas du tout. Vous êtes très optimiste. Je pense, mais il y a toujours un deal à un moment donné. Pardon, dire c'est de la soumission. Enfin, c'est de se dire, j'ai pas du tout intérêt. Je ne vais pas me mettre à défendre Emmanuel Macron, mais je ne pense pas que ce soit de la soumission. Non, mais franchement, ça me rappelle un peu quand Emmanuel Macron avait invité Donald Trump à un dîner à la Tour Eiffel en pensant que, en montrant qu'il était très lié à lui, très copain, ça allait changer quelque chose à l'accord de Paris sur le climat. Ça n'a rien changé. Donc, si quelque chose a été européenne est assez conforme à ce que Emmanuel Macron a exprimé. La position européenne sur le Venezuela. Si. Quand vous regardez l'avis de l'Espagne. L'Espagne, la Commission européenne, c'est pas du tout conforme. La Commission européenne. Je soutiens pas l'Espagne. Peut-être que l'Espagne a d'autres intérêts à défendre aussi au Venezuela. Ça, c'est certain. On va se retrouver dans un instant. Surtout une réaction de Laurent de Toulouse qui nous dit que le Premier ministre est aussi très silencieux, notre Premier ministre. Ah oui. Ça c'est normal. Il a un budget, il a un problème de budget. Mais Stéphane, un auditeur, nous dit silence d'Emmanuel Macron sur Crans-Montana aussi. Oui. Ça c'est vrai. Il n'y a pas eu de... Non, il a exprimé sa solidarité au peuple suisse. Si, il y a eu une déclaration. Là aussi, je pense que c'était uniquement un post sur X. Mais ça devient la nouvelle communication, c'est un vrai sujet. Mais je pense qu'il y a quand même un mot de compassion. Vous avez raison, il ne veut plus qu'il ait X, mais il communique sur X, mais il veut faire interdire X. Joli paradoxe. Il veut réguler. 0826 300 300, on va parler de l'Iran, on va parler de la grève des médecins, puis on va parler de la remise incroyable que vous allez recevoir sur vos factures d'électricité. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Êtes-vous d'accord? Valérie Expert. De retour avec vous pour ces débats jusqu'à midi. Donc l'électricité va baisser. Le gouvernement annonce une baisse des factures d'électricité 5%. Comme ça paraît beaucoup. En fait, c'est maximum 12 €, quelques euros d'économie sur une année. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger. Ça a été annoncé à grand renfort de communication. Le Premier ministre s'est réjoui de cette baisse. Roland Lescure également. Ce n'est pas une révolution de la tarification énergétique. Il n'y a pas de formule magique, mais c'est un réel changement et une baisse efficace, immédiate et sensible. Dites-nous ce que vous en avez pensé. 0826 300 300. On cherche des économies partout. On a Julien qui est en ligne avec nous. Bonjour Julien. Vous êtes content? Oui, bonjour. Vous allez pouvoir économiser 10 €. Oui, voilà. Non, mais c'est dérisoire. Enfin, faut savoir que le fond du problème en France sur le prix de l'électricité, c'est l'AREN qui a littéralement détraqué complètement la rationalité du coût de l'électricité en France. Nous, on avait une super électricité. On a dû s'aligner sur ce qu'il y avait de plus mauvais, c'est-à-dire le gaz. À l'échelle de l'Union européenne pour pouvoir avoir quelque chose qui soit concurrenciable. Et ce qui fait qu'on produit en France une électricité entre 40 à 70 € du mégawattheure et on la rachète entre 200 et 250 € du mégawattheure. Je ne sais pas si vous voyez la marge
qui disparaît dans la nature. On ne sait même pas où ça tombe parce que ça tombe même pas dans les caisses de l'État. 30% dans les caisses de l'État. Tout le reste, c'est du bénéfice pour des gens qui ne travaillent pas, qui vendent pour des vendeurs de factures. Les producteurs ne produisent même pas d'électricité, la plupart produisent des factures. Voilà, enfin c'est une escroquerie monumentale et je pense que les 5%, ça va pas calmer la tempête. Hein. Non, ça va pas calmer la tempête. C'est une baisse, nous précise Bercy, que ce sera sans impact sur les finances publiques. On est content. Ben oui, mais pour cause. Jean-Pierre Denis. Et pour cause, il faut se rappeler ce que c'est cette CTA. C'est tout simplement notre contribution à tous au déficit des retraites des salariés d'EDF. J'ai eu la curiosité de remonter en arrière en 2005. Évidemment, du coup, on a oublié. Ça devait être évidemment provisoire, comme toutes les taxes, mais c'est destiné à financer un régime qui avait, à l'époque, je ne sais pas si je pense pas que ce soit très différent aujourd'hui, mais on a apporté un tiers de contribution aux retraites des salariés d'EDF. Et donc, en fait, en récupérant, comme le ministre l'annonce, autour de 500 millions, on est très loin des 1,5 milliard qu'on met quand même dans cette contribution au régime des retraites. Donc, c'est vraiment une entourloupe, pour le coup. Ouais. Gilles, sur les réseaux, des réactions. Je vois Mickey qui dit 10 € de moins sur l'électricité, je vais m'acheter du Champomy. Ils nous ont fait payer 100 € de plus, alors ils ne peuvent pas, ils peuvent nous en enlever 10. On est toujours volé à la fin. C'est un sentiment un petit peu d'agacement. Je sais pas, Alex Darmon, sur cette... En plus, c'est-à-dire qu'on nous annonce 5%, on se dit chouette, puis on se rend compte qu'en fait, c'est effet nul, quoi. Alors, il faut faire le distinguo, parce que c'est vrai que l'électricité et l'énergie va baisser. Ouais. Pour les particuliers, objectivement, c'est dérisoire. C'est vraiment ridicule. Et c'est d'ailleurs le sujet de tous les ménages, j'ai l'impression en ce moment. Tout le monde parle que de ça, parce que il fait froid et que tout le monde doit se chauffer. Et donc, constate encore plus le problème de coût. Après, vous avez aussi, et ça, il faudrait plus étudier, a priori, une baisse qui est un peu plus importante, c'est proportionnel pour les métiers des boulangers qui avaient été impactés pendant la guerre d'Ukraine notamment. Et pour eux, ça peut faire une petite différence qui n'est pas encore assez importante, c'est certain, sur leur facture d'électricité à la fin. Mais ce qui est certain, c'est que 10 € et en faire, comme vous l'avez dit, une communication, on a l'impression que c'est le coup de l'année, que vraiment on a entendu la détresse des Français sur le pouvoir d'achat. Bon, bah c'est un peu ridicule, voilà. Et c'est malheureusement, ça annonce pas de bonnes choses, parce que si c'est vraiment la grosse réforme pour favoriser le pouvoir d'achat en 2026 sur les ménages français, on a de quoi être inquiet quand même pour cette nouvelle année. Hein. Ouais. Et Marc nous dit qu'il attend le budget pour savoir comment ils vont récupérer ces 5%. Oui, bah oui, c'est ce qui est donné et repris. Normalement, c'est hors. Là pour le coup, c'est exact, c'est hors budget, c'est hors du budget, puisque c'est fait pour financer les retraites des salariés de l'électricité. Arnaud. Non, mais enfin, si vous voulez, c'est un effet de communication en l'occurrence, parce qu'on voit que ça. C'est très peu, même si peut-être que certaines professions, je veux dire, verront leur coût diminuer. Mais la réalité, c'est que finalement, votre auditeur l'a très bien dit, c'est la politique qu'on a menée depuis très nombreuses années sur le plan énergétique qui nous conduit à une augmentation de tarifs de l'électricité qu'on n'aurait jamais dû connaître en France, compte tenu de la politique énergétique que nous avions décidée dans les années 60 et 70. Donc là, il y a une responsabilité depuis François Hollande qui me semble partagée d'ailleurs par François Hollande et aussi par Emmanuel Macron, même si sur le nucléaire, il a fait marche arrière depuis, mais on a perdu du temps entre-temps. Ouais. Préparant un peu l'émission, j'avais regardé les chiffres, alors cette fois-ci, liés à la consommation, pas la part fixe, parce que c'est les 5% de diminution, c'est sur la part fixe. Hein, donc ça, effectivement, c'est dérisoire. On était, parce que ça c'est important pour les foyers, concrètement, combien coûte l'électricité en France avant le choc d'inflation des années 2023-2024, fin 2023-2024, on était grosso modo à 16 centimes le kilowattheure, donc juste avant la crise du Covid. On est monté au point fort, c'était le 1er février 2024, à 25 centimes. Donc on est passé de 16 à 25, ça a un peu reflué. Aujourd'hui, on reste quand même à 20 centimes. Donc on est toujours 25%, 20 à 25% plus cher que l'électricité d'avant le choc d'inflation. Et je peux vous garantir que pour les ménages, c'est ça la préoccupation. C'est pas de récupérer 10 € sur la part fixe, très honnêtement. Et je pense que là, il y a quand même un problème
de communication politique, parce qu'effectivement, c'est un coup de com'. Comme on est sur une vague de froid, le Premier ministre se saisit de l'occasion pour dire « je vais baisser le prix de l'électricité ». Ça n'est que ça. Hein. On aurait des températures très douces pour la saison. Il n'aurait même pas eu l'idée de cette mesure-là. Vous croyez ? J'en suis convaincu. Mais là où je m'interroge quand même, c'est la nullité des conseillers de communication politique. Parce que aujourd'hui, cette mesure-là, et voyez bien le débat qu'on a à avoir et que tous les Français sont en train d'avoir, est en train de se retourner contre ces initiateurs en disant « vous nous prenez pour des gogos ». Et je crois vraiment que, on voit bien que ce gouvernement est à bout de course et que même sur le plan de la communication, il n'y arrive pas. Mais je vous assure que cette mesure, si nous avions des températures positives, ne serait pas arrivée dans le débat public et on ne serait pas en train de commenter quelque chose d'absolument dérisoire qui ne fera qu'augmenter la colère des Français. Oui, Anne nous dit il ne faut jamais reprendre, il ne donne jamais sans reprendre ailleurs. Vous y croyez? Effectivement, c'est un peu la réaction, un peu brutale. Je pense que c'est une réaction aussi de crainte, c'est-à-dire qu'ils savent que le pays est quand même en tension sur le plan social. Ils ont quand même le problème des agriculteurs qui est un problème très lourd et qui est loin d'être derrière nous. Ils ont vraisemblablement peur que cette colère agrège éventuellement d'autres colères et donc ils font cette communication qui est une communication assez dérisoire. Mais vous savez, ils sont libres de ne pas accepter ce que leurs conseillers en communication. Et je pense que même qu'Emmanuel Macron est son propre conseiller en communication sur beaucoup de choses. Oui, absolument. Alors il avait communiqué sur Crans-Montana, erreur de notre auditeur qui nous disait qu'il n'avait pas, moi ça m'avait échappé, et effectivement il y a eu un tweet, il y a eu un message. J'en profite, on parle d'économie quand même, il y a eu des événements pendant les fêtes, des gens qui se sont fait remarquer, comme Daniel Vaillant, à qui on a supprimé la voiture, le chauffeur de fonction, et écouter sa réaction, parce que c'est des économies, on va faire des économies, là aussi c'est de la com, mais bon, il faut bien en faire aussi un petit peu, et il y aura des économies. Écoutez Daniel Vaillant. C'est mes officiers de sécurité qui m'ont dit, écoutez, voilà, c'est fini. Bon, voilà, moi je veux pas polémiquer avec ça. J'ai jamais été pour les privilèges. Je suis socialiste, je le reste. Et j'ai toujours dit, si c'est pour tout le monde pareil... Tout état de cause, qu'est-ce que ça va changer pour vous? Parce que concrètement, vous n'avez pas conduit depuis 25 ans. Ah oui, c'est totalement vrai. J'ai 76 ans, je suis pas hyper vieux, mais je suis pas en bonne santé. Bon, ma femme, pour être très claire, me dit, je veux pas que tu reconduises. Ah oui, mais alors comment je fais, moi? Bon, donc vous voyez, c'est un changement de vie. Voilà, je doute un peu de la manière dont tout ça est fait. Voilà, je suis socialiste, je suis de gauche, je suis contre les privilèges, mais enfin si on pouvait garder le mien, ce serait bien. C'était assez sidérant cette réaction. On va dire charitablement que Daniel Vaillant a perdu ses réflexes politiques, parce que pour faire ce genre de déclaration, il faut vraiment pas du tout se rendre compte de ce que ça a d'éberluant. Il a été ministre pendant un peu plus d'un an, il a eu 25 ans de chauffeur. Franchement, mais moi je trouve ça vraiment honteux, quoi. Et de le dire comme ça, de cette façon-là, naturellement, il ne faut pas que je conduise. Tu ne te rends pas du tout compte? Mais c'est honteux, pardon, c'est honteux. Moi, je pense que les économies qui sont faites sont dérisoires, mais sur le symbole, c'est important. On demande aux Français de faire des efforts tous les jours. On parlait de l'énergie, de toutes ces choses-là, des impôts. On est le pays qui taxe le plus au monde, et pour d'autres raisons, on pourra en parler, parce qu'on a le système que certains disent le plus avantageux au monde, et ça aussi on pourra en parler. Mais il a été maire du 18e arrondissement, je crois. Il a été ministre de l'Intérieur. Il a donné sa vie à la chose publique, et ça on l'en remercie pour ça. Mais qui disent que ça lui semble logique que pendant 25 ans, il ait un chauffeur qui le conduise dans Paris et qu'il trouve ça normal, et que ça va être une nouvelle vie pour lui. Excusez-moi, mais tous les jours, il y a des Français qui prennent les transports en commun ou qui payent leur propre taxi ou leur VTC et ils disent rien, ils se plaignent pas. Je trouve ça honteux, vraiment, moi ça me révolte. C'est ce que dit Vivi sur Internet. Prenez les transports en commun, monsieur Vaillant. Oui. Ou prenez un taxi. Des transports privés. Enfin, je veux dire, c'est malheureusement le lot de tous les Français aujourd'hui. Voilà. Dans n'importe quel pays d'Europe, dans la plupart des pays d'Europe, quand un ministre quitte ses fonctions, c'est fini. Voilà, il prend le métro comme tout le monde. Et c'est ça la démocratie. Mais donc c'est plutôt une bonne mesure, effectivement. Mais c'est vrai que cette réaction avait fait réagir, vous aussi, j'imagine. Bien sûr. Je pense que là, si on veut dissocier un peu plus la classe politique des Français, il faut continuer comme ça. Là, je pense qu'il a coché toutes les cases de la mauvaise déclaration. Mais en fait, elle est naturelle. Le pire, c'est ça. C'est qu'elle est naturelle. Se rend pas compte. Alors, il n'y a qu'une seule chose, et je crois d'ailleurs que c'est qu'il faut assurer la protection
lorsqu'il y a un danger pour la personne. Ça, pour le coup, quand vous êtes ministre de l'Intérieur, vous touchez des choses sensibles, vous contrariez d'énormes intérêts criminels en particulier, et qu'il y ait une protection qui puisse être assurée. De temps en temps, j'ai cru comprendre, par exemple, que Manuel Valls, qui est toujours sur ces sujets-là, allait bénéficier, lui, d'une prolongation de la protection. Normal. Moi, j'ai pas de problème par rapport à ça, au contraire. Mais là, Monsieur Vaillant, enfin, c'est pas une offense que de lui dire qu'il a plus aucun intérêt dans la vie politique française. Je veux dire, il ne s'exprime plus, il n'a plus de rôle à jouer, et par conséquent, il n'a plus de protection à avoir. Mais ce qui est terrible, c'est la déconnexion et le fait qu'il ose dire ça au micro. On se retrouve dans un instant avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. On va parler de la grève des médecins et de ce qui se passe en Iran aussi, avec ces manifestations qui sont de plus en plus nombreuses. À tout de suite. Sud Radio. Et on est ensemble avec vous jusqu'à midi. Emmanuel Macron vient d'annoncer qu'il se rendrait à l'hommage national qui sera rendu en Suisse aux victimes de l'incendie de Crans-Montana. Je vous rappelle qu'il y a 8 Français qui ont péri dans ce terrible incendie. Vos coups de cœur, vos coups de gueule, puis autre information que vous me donniez, Alex Darmon, ce sont les cyberharceleurs de Brigitte Macron qui sont condamnés à 6 mois de prison ferme. Elle l'avait évoqué hier. Plusieurs procès sont en cours contre ceux qui ont prétendu qu'elle était un homme. C'est beaucoup. Son frère même. Son frère, absolument. Que son frère était mort, qu'elle avait récupéré l'identité, enfin... Vraiment, c'est beaucoup, et en même temps, pardon, mais cette histoire est quand même... terrible. Et elle a raison, effectivement, elle a eu raison de porter plainte. Coup de cœur, coup de gueule. Arnaud, ça tombe bien, on voulait parler aussi de l'Iran, de ce qui se passe en Iran. C'est vrai que le coup de force de Donald Trump a un peu fait passer au second plan les manifestations en Iran. Oui, coup de cœur pour le peuple iranien qui manifeste maintenant depuis près de 10 jours contre le régime des mollahs. Il faut bien insister, c'est contre le régime des mollahs. Alors certes, il y a évidemment des motivations qui sont liées à la situation économique et sociale de l'Iran qui est absolument catastrophique. Je rappelle que vous avez 2/3 de la population qui vit sous le seuil de pauvreté aujourd'hui en Iran. Les bazars sont fermés, qui constituent quand même le poumon commercial et économique et c'est intéressant d'ailleurs sur le plan symbolique, parce que quand on sait que la révolution islamiste est partie entre autres des bazars en 1979 et 1978, on voit qu'aujourd'hui il y a une espèce de retournement de situation et que dans près de 70 ou 80 villes en Iran, les plus importantes, nous avons des mobilisations aujourd'hui qui sont quotidiennes, constantes et avec une répression, évidemment, qui n'en demeure pas moins féroce. Je crois qu'il y a déjà plus de 20 morts qui ont été signalés depuis le début de ce mouvement. Ce que l'on sait quand on discute avec un certain nombre de gens qui connaissent bien la situation iranienne, je pense par exemple avec quelqu'un comme Emmanuel Razavi, qui publie régulièrement dans la Nouvelle Revue Politique, j'en profite pour le dire, et je vous invite à aller voir ses articles, qui sont toujours très documentés, très intéressants. C'est que lui, il juge que le régime n'a jamais été aussi affaibli qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est pas véritable. Enfin, on est peut-être au seuil d'un changement qui serait un changement géopolitique, là pour le coup majeur, c'est-à-dire une chute du régime des mollahs. Alors ce n'est pas fait encore parce qu'on sait qu'ils ont des capacités de répression qui sont extrêmement fortes, extrêmement malheureusement affûtées, et que par le passé on a eu déjà des mobilisations et des mouvements qui ont, largement bousculé le régime et qui malheureusement ne l'ont pas renversé. Mais là, cette fois-ci, on constate que ce régime est affaibli, parce qu'il est affaibli économiquement, parce qu'il est affaibli socialement, parce qu'il est vraisemblablement divisé de l'intérieur aussi. Je crois que c'est un point important, et que ce que l'on note quand même dans les slogans qui sont proférés par les manifestants, à la fois sur place mais aussi en Europe. Vous savez qu'il y avait une mobilisation hier pour le peuple iranien, place du Trocadéro. C'est des slogans qui réclament le retour de Pahlavi et de l'héritier du Shah, surtout pour établir une transition
démocratique. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer et qui serait évidemment un événement de portée absolument essentielle. Mais il y a déjà eu des manifestations qui n'ont pas abouti. On est d'accord. Hein. Encore une fois, il faut rester très prudent. Ouais. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer et qui est extrêmement important, je pense. Et on en parle insuffisamment. Et il faut arrêter de penser que c'est seulement, je veux dire, des déterminants économiques et sociaux. Oui, il y a eu, si vous voulez, il y a toujours quelque chose dans un mouvement qui, à un moment donné, allume la mèche. Mais c'est bien, parce que j'ai entendu, par exemple, les propos d'un certain nombre de responsables de la France insoumise qui réduisent, si vous voulez, cette mobilisation à une mobilisation sociale. Non, c'est une mobilisation politique qui s'exprime directement contre le régime des Mollahs. C'est incompréhensible pour moi que la France insoumise soutienne... c'est une réaction. Et alors, il y a aussi, on le disait tout à l'heure avec Gilles Platré, il y a quand même un silence... Ouais. Alors, depuis 10 jours, des autorités françaises qui posent véritablement question. Moi, ce qui me choque, je rejoins complètement l'analyse que vous avez produite et bravo à Emmanuel Razavi de rendre les situations aussi claires que ça, parce que c'est pas toujours facile de démêler ce qui se passe là-bas, mais il en a une connaissance parfaite. Moi, ce qui me choque particulièrement, c'est non seulement le silence de la diplomatie française, mais c'est plus qu'un silence, si vous voulez. Quand il y a encore quelques semaines, on recevait en grande pompe au Quai d'Orsay un ministre de la République islamique d'Iran. Oui, complètement. Voilà. Alors que on est tout de même face à un État qui joue au chantage aux otages, systématiquement. On a 2 Français qui sont à l'ambassade. Ils sont à l'ambassade, ils ne sont toujours pas sortis d'Iran et ils sont toujours à l'ambassade. Oui. Donc la diplomatie française s'est trompée tout du long sur ce régime. Mais moi, ce qui me choque aussi, c'est tout de même, globalement, l'absence de réaction politique française. Alors, ceux qui ont plus réagi, bizarrement, chercher l'erreur, c'est les députés de la France Insoumise, qui sont allés effectivement sur le dossier de la vie chère. Finalement, tout ça serait une émeute sociale et pas politique. Elle est politique, et effectivement, le nom de Reza Pahlavi est scandé de plus en plus dans les rues des dizaines de villes dans lesquelles les émeutes sont en train de se développer. Mais globalement, la classe politique française ne dit rien, ou pratiquement rien. Donc, LFI se rachète une conduite parce qu'ils ont été accusés, et j'y ai un peu contribué avec le rapport auquel j'ai présidé sur l'influence en France de la République islamique d'Iran. Donc ils essayent de se racheter une conduite en disant finalement c'est bien, le peuple se révolte contre ce régime, alors qu'eux-mêmes sont très proches des proxys de Téhéran depuis des années et des années. Donc LFI l'a pris la main dans le pot de confiture, et on voit bien le contre-discours qui a été massivement jeté sur les réseaux. Mais globalement, la France loupe le rendez-vous de l'histoire. Le peuple iranien se bat en fait depuis des années et des années. Alors ça éclate maintenant. Le mouvement Femmes, Vie, Liberté a été un mouvement extraordinaire, mais plus personne n'en parle. L'année dernière, 2025, près de 2000 pendaisons en Iran pour des motifs politiques. C'est le régime qui tue le plus après la Chine, ses opposants. Donc, je pense que, alors, on a beau nous dire droit international, écoutez, là, on a un peuple qui souffre, on a en plus concrètement des intérêts à défendre, parce que c'est pas les mollahs de Téhéran qui défendent les intérêts français et occidentaux. Au contraire, ils manipulent des organisations qui blessent directement nos intérêts et qui veulent à terme nous asservir. Donc, je pense que il est encore temps que la France soit au rendez-vous de l'histoire. En tout cas, c'est ce à quoi il est très important de considérer que la perception que se font aujourd'hui la grande majorité des Iraniens, c'est que le régime qui aujourd'hui les a servis est pour eux un régime étranger. Oui. C'est ça qui est très important. C'est un régime étranger pour eux. Et Gilles, une auditrice vigayenne, nous demande si la diplomatie française n'a pas disparu depuis certaines années. Bah, écoutez, en tout cas, elle n'est plus ce qu'elle était dans les grandes années où elle brillait, où la France avait une influence. Mais en tout cas, là, il y a une volonté, en tout cas depuis des années, malgré toutes les alertes. Arnaud a parlé de ce que Emmanuel Razavi a dit, mais le Quai d'Orsay est sourd à toutes ces alertes depuis des années et des années. On se retrouve dans un instant, vous pourrez réagir Jean-Pierre Denis, puis on va parler de la grève des médecins également dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio Expert. Avec vous sur Sud Radio. Alors rapidement, parce qu'il y a les coups de cœur, les coups de gueule qui continuent. Jean-Pierre Denis, sur l'Iran. On souhaite tous évidemment la chute de ce régime abominable. Un bémol, les manifestations pour l'instant sont moins fortes
qu'au moment du mouvement Femmes, Vie et Liberté. L'élément plutôt positif, c'est que les classes sociales, par contre, sont plus diversifiées, notamment parce qu'il y a le milieu des classes moyennes, et que l'Iran étant une mosaïque ethnique, ça semble réparti dans toutes les populations du pays. Mais on n'est pas encore, on aimerait que ça arrive, mais on n'est pas encore à la chute du régime. Mais à la différence du mouvement précédent, c'est que là, le pays est à l'arrêt. Oui, bien sûr. Le pays est à l'arrêt. Le bazar est en grève. Et le bazar est en grève. Alors, peut-être un mot, puisqu'on est un peu dans le sujet de votre coup de gueule qui souligne les liens entre l'extrême gauche et l'islamisme, décidément. Mais là, vous voulez faire un point plus précis sur les municipales. Oui, en fait, c'est plutôt une alerte qu'un coup de gueule. Ça l'est forcément. Mais je pense qu'on n'a pas pris la mesure de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que par le biais des LFI, aujourd'hui, des éléments islamistes sont en train, à coup sûr, de rentrer dans les conseils municipaux. Je ne dis pas de gagner des villes. Il y en aura sans doute quelques-unes. Hors antenne, on parlait éventuellement de Roubaix ou d'autres. Mais je parle simplement du fait qu'en étant élus, ces profils, qui sont des profils islamistes, frères musulmans en particulier, portés par les listes LFI, vont automatiquement rentrer en fonction du pourcentage qu'ils auront réalisé aux élections dans les conseils municipaux. Et ce faisant, il va se passer la chose suivante, c'est qu'ils vont rentrer dans les commissions d'appel d'offres, dans les commissions de contrôle des services publics locaux, pourquoi pas dans des conseils d'école, etc. Donc ils vont forcément et légalement infiltrer les machines municipales. Et je pense que là, il y a une alerte quand même à avoir, parce que je ne vois pas de réaction aujourd'hui sur le plan national. On est en train de dire c'est un risque, sauf que les municipales, c'est le 15 mars, et que rien n'est fait pour bloquer ce phénomène-là. Et je lance vraiment cette alerte, parce que c'est exactement ce qui est en train de se dessiner sur le terrain. Et c'est vrai que, je parlais tout à l'heure de LFI, quand on voit comment l'audition de M. Mélenchon s'est passée à la commission qui a été montée à l'Assemblée nationale pour établir les liens, c'est-à-dire qu'on l'a laissé pendant 1h45 et déblatérer tous ces mensonges sans jamais l'interrompre, sans jamais revenir sur les inexactitudes, les contre-vérités qu'il proférait, et que derrière cette commission, rien ne se fera, puisqu'il y a quelques préconisations d'ailleurs assez timides, mais qui ne vont déboucher sur rien. Je lance simplement un cri d'alerte aujourd'hui. Nous allons avoir dans les conseils municipaux des villes de France, demain, à partir de la deuxième quinzaine de mars prochain, des éléments qui sont proches des frères musulmans, qui sont islamistes, et qui vont récupérer de l'information tout azimut sur notre fonctionnement démocratique. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut des commissions de criblage. Vous ne pouvez pas avoir accepté... Je vous donne ma réponse. Le service de renseignement savent très bien à qui ils ont affaire sur un certain nombre d'éléments problématiques qui sont en train de rentrer sur les listes. Il faut bloquer la possibilité que ces éléments rentrent sur les listes. Aujourd'hui, la loi le permet. La loi le permet. Donc, on a des renseignements sur des individus. On ne doit pas permettre, mais on a même autorisé qu'un fichier S rentre à l'Assemblée nationale. Donc, vous me direz, quelque part, il va se passer exactement, mais avec une puissance bien plus grande sur tout le territoire. Il va se passer la même chose dans nos conseils municipaux. Donc, il y a encore 2 mois pour réagir. Mais si on ne le fait pas, on verra bien ce qui va se passer. Parce qu'aujourd'hui, la stratégie des frères musulmans, c'est de récupérer le maximum d'informations sur tous nos fonctionnements internes. Et c'est bien ce que nous allons leur donner la possibilité de faire si nous les acceptons sur les listes aujourd'hui. Alex, on parle avec vous de la grève des médecins. Ouais, c'est un coup de gueule contre les médecins. Pardon, mais je suis désolé, mais c'est pour moi un métier de vocation. J'aurais adoré être médecin, j'en avais pas les capacités. Et entre l'ancienne et la nouvelle génération, il y a quand même quelque chose qui s'est un petit peu perdu. Je comprends leur situation, je comprends qu'ils puissent perdre des années d'études et qu'ils s'estiment mal payés, c'est vrai. Il faut qu'il y ait peut-être un débat qui soit posé sur la table. Maintenant, je comprends pas aujourd'hui l'état d'esprit des médecins. Alors, c'est les médecins libéraux qui vont se mettre en grève pendant 10 jours, du 4 janvier au 14 janvier, minimum 10 jours d'ailleurs. Mais ça fait des années que cette situation dure. Et je vais vous raconter une histoire qui est vraie, puisque j'ai parlé avec des médecins qui sont à la retraite, qui ne comprennent pas l'état d'esprit des jeunes médecins aujourd'hui, qui ne veulent pas aller s'installer dans certaines zones, qui ne veulent pas ouvrir leur cabinet le soir de Noël, qui ne veulent pas faire les gardes le soir de Noël. Et donc, c'est ces médecins à la retraite aujourd'hui qui doivent assumer les gardes durant Noël. Donc voilà, c'est un coup de gueule, même si je comprends, encore une fois, vraiment, on a besoin des médecins, on les a vus, ils ont été formidables pendant les crises sanitaires et les crises de santé qu'on a eu notamment pendant le Covid en 2020. Mais aujourd'hui, c'est un métier de vocation, j'estime que c'est un métier de vocation, et laisser pendant 10 jours des gens... vous croyez ?
Ah ouais, je pense, j'espère. Enfin, c'est quand même la base de vouloir soigner les autres et de vouloir les empêcher. Je ne vais pas me faire d'amis, mais quand vous avez des dermatologues qui aujourd'hui ne font plus que des injections de botox et autres acides hyaluroniques, vous pouvez vous interroger sur la vocation. Certainement, vous avez raison. Mais en tout cas, aujourd'hui, quand on est dans une période où il fait très froid, ça va être la période la plus glaciale de l'année et que des médecins vont se mettre en grève pendant 10 jours, moi, ça me pose un problème. Et on peut parler de tout, vraiment de toutes les situations. Mais je pense qu'il y a un problème de fond, qu'il faut les écouter, qu'il faut les entendre. Mais c'est pas un métier comme les autres, être médecin. C'est pas un métier comme les autres. Alors, on a en ligne avec nous Marc. Bonjour Marc, vous êtes médecin ? Oui, bonjour. Bonjour. Je suis médecin, moi-même retraité d'ailleurs. Ah d'accord. Je continue. Alors, j'en reviens à ce que je viens d'entendre. Je suis, moi, favorable à la grève. Non pas, ce n'est pas une grève faite contre les patients, bien au contraire, c'est bien pour alerter que notre profession notre vocation est en train de s'abîmer. Nous avons des concurrences avec des pays qui viennent de notre entourage, sur lequel la formation est beaucoup moins, on va dire, profonde, enfin, à mon avis, parce que j'en connais assez et j'ai vécu assez à l'étranger. Donc je peux vous assurer qu'avec le numerus clausus qu'on nous a fait, avec le débordement des hôpitaux, avec dans les provinces, effectivement, il y a des petits villages, mais c'est pas parce qu'on est de Marseille qu'il faut aller travailler à Quimper quand on n'est pas de Quimper. La médecine, c'est culturel aussi. Figurez-vous que j'ai fait partie d'une cohorte de médecins sur la prostate. Eh bien, je peux vous assurer que les Allemands ne travaillent pas comme les Anglais, qui ne travaillent pas comme les Français, comme les Espagnols et les Italiens. Nous avons tous des façons. Donc, des étrangers qui viennent chez nous, je suis pour qu'ils viennent nous aider. Mais d'abord, faudrait-il qu'ils aient effectivement une force supplémentaire qui est comparative à la nôtre. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais, surtout pas, qu'on soit rassuré. En revanche, j'ai envie quand même qu'ils se mettent un peu à notre niveau, au niveau de la formation. Quand je vois mais j'entends ce que vous dites, Marc, mais c'est pas le sujet aujourd'hui de la grève. La grève aujourd'hui, elle est là parce que les médecins vont pouvoir, enfin la possibilité pour l'assurance maladie de baisser les tarifs de certains actes, en particulier ceux qui ne sont pas conventionnés, le contrôle sur les prescriptions, les arrêts de travail, des obligations administratives. Enfin, il y a tout un tas de choses, hausse des cotisations sur les dépassements d'honoraires. Il y a un certain nombre de choses ça concerne pas a priori. Enfin, j'entends ce que vous dites, mais le sujet, il est plus sur une question d'argent. Ils vont perdre de l'argent. Donc, je vois un médecin qui me dit, en fait, la grève des médecins, contrairement aux grèves à l'hôpital qui durent des mois sans rien obtenir, eux, ils vont obtenir ce qu'ils veulent et ils vont reprendre leur boulot assez rapidement. Et il me dit, je n'ai pas d'exemple de grève qui causait une surmortalité des patients. Aux USA, quand les cardiologues interventionnels partent plusieurs jours en congrès, la mortalité par infarctus baisse. Et en Israël, il y a quelques années, une grève durable avait entraîné une baisse de la mortalité. Voilà. Jean-Pierre Denis, vous voulez réagir. Merci Marc de votre intervention. Alors, par rapport à l'intervention de Marc, il y a une solution très simple, c'est mettre fin au numerus clausus. Parce que non seulement on a besoin de médecins étrangers, mais on a besoin d'envoyer des jeunes Français à l'étranger parce qu'il n'y a pas assez de place dans les universités françaises. On l'a desserré apparemment. Donc le jour où on aura absorbé. Oui, mais enfin, on n'est pas encore la preuve. Il faudra des années. Ça peut pas avoir il faudra des années. Donc c'est quand même pas, faire des médecins étrangers les boucs émissaires. Ça me semble un peu contestable. Juste un petit mot de solidarité pour les services des urgences en ce moment du secteur hospitalier qui sont débordés. L'épidémie de grippe n'a pas encore pris tout son effet. Je le dis juste parce que j'ai des situations très précises en tête. Et je ne suis pas sûr que si la grève, on verra, parce que tout le monde ne fera pas la grève non plus chez les libéraux, mais il peut y avoir un afflux supplémentaire également dans les services d'urgence qui sont
largement saturé en France en ce moment. Mais là, on parle de médecins libéraux qui vont faire grève. Mais par contre, donc ça va, bien sûr, la conséquence, ça va être l'afflux à l'hôpital, absolument. Pardon, mais juste sur ce que vous disiez, c'était très intéressant. Faut que les médecins, je pense, mais c'est facile à dire, on n'est pas médecin et on sauve pas des vies. Mais je pense qu'il faut qu'ils fassent attention à leur corporatisme, malgré tout. Parce que tout est bon pour eux, pour ne pas. Il faut quand même vous réfléchir. Se remettre en question. Oui, se remettre en question. Quand vous avez plus 28 000 arrêts maladie par an en France, où ils veulent pas expliquer, ils veulent pas justifier. Pardon, mais ça aussi, ça participe au fait que peut-être qu'ils gagnent moins d'argent, que le système soit un peu plus déséquilibré. Parce qu'au final, tout ça, ça raconte quoi? Ça raconte que la sécurité sociale, on n'arrive plus à la financer. Vraiment, c'est le PLFSS aujourd'hui qui est dans le point du budget qui n'est même pas encore voté, le point le plus bloquant. Et s'ils veulent pas se mettre autour d'une table pour essayer de trouver tous ensemble une situation de sortie, franchement, je vois pas comment on peut s'en sortir. Oui, il y a le numéro exclusif, c'est vrai, mais il y a aussi au-delà de ça des conditions administratives, un nouveau modèle à réinventer, comme pour toute la sécurité sociale. Qu'est-ce qu'on me dit? La réalité, c'est que beaucoup d'actes sont inutiles. 30% des actes des médecins libéraux sont injustifiés et l'assurance maladie le sait, donc on ne fait rien, on baisse les tarifs, les augmenter ne fera pas baisser la voilure, et ce médecin me dit, il ne se passe pas une garde sans que je prenne des malades suivis à la clinique qui ne les reprennent pas parce qu'il fait nuit ou que c'est le week-end. Ça pose aussi un certain nombre de questions. Et puis une remarque aussi sur un des motifs de la grève, ça concerne quand même, il y a médecins et médecins, ce sont d'abord des médecins qui sont non conventionnés qui vont être touchés. Voilà, il faut quand même le rappeler. Oui, tout à fait. Jean-Pierre, spiritualité avec moi j'ai bien terminé l'année, j'avais envie de bien la commencer, puisqu'on a parlé quand même de beaucoup de choses angoissantes, énervantes, perturbantes tout au long de cette émission. Je voulais vous dire que j'avais été à Bercy avant le 31 décembre, où 15 000 jeunes venus de toute l'Europe étaient rassemblés. C'était extrêmement impressionnant. Une chose qui était très impressionnante, c'est qu'ils étaient rassemblés en silence. Je peux vous assurer qu'à Bercy, entendre, si j'ose dire, le silence de 15 000 jeunes pendant de longues minutes, c'est quelque chose de très puissant. Ils étaient rassemblés sur des valeurs très positives, d'unité, de fraternité. Voilà, je trouve que c'est aussi intéressant de terminer l'année comme ça et de la commencer en se disant que c'est ça aussi la vision peut-être de l'avenir d'une partie de la jeunesse européenne. Il y avait 5 000 Français, je crois, et 10 000 venus d'autres pays. C'est pas énorme, mais c'est encourageant. Voilà. Et puis Thésée, vous savez, c'est Thésée, on peut le rappeler, c'est en Bourgogne, pas très loin de chez vous. Pas très loin de chez vous. C'est depuis des décennies maintenant un lieu où les jeunes viennent, et donc c'est un lieu intergénérationnel au sens où toutes les générations de jeunes depuis les années d'après-guerre sont venus, alors évidemment dans les milieux chrétiens, mais sur des valeurs universalistes. Et ça continue, et ça c'est quelque chose de très impressionnant. Un petit mot, Emmanuel Macron critique finalement la méthode employée pour renverser Nicolas Maduro. Ni soutenu. En même temps. J'avais essayé de mettre du positif. J'avais essayé de mettre du positif, Valérie, à la fin de votre émission, et voilà, on retombe tout de suite dans nos problèmes. Ni soutenu, ni approuvé par la France. D'un seul coup, c'est la gueule de bois est passée. Et, un vrai sujet. Voilà, c'est un vrai sujet. Bonjour Perico Légas. Bonne année à vous, et vous commencez l'année avec des paysans qui sont toujours en colère face à un gouvernement de plus en plus dépassé. Toujours pas de budget, une loi spéciale, mais on voit pas l'issue très précisément. Et puis on verra avec le colonel Pierre de Jong si les caprices de Monsieur Trump incitent la France à recouvrer une vraie souveraineté au sein de l'Europe. C'est l'occasion ou jamais. Grâce à Poutine et à Trump, on va peut-être tirer d'élection. Notre facture d'électricité va baisser de 10 euros. On en a parlé. Voilà, je sais que vous en avez parlé. Il y a des gens qui ont du mal à reprendre le travail après les vacances. Et puis, on a volé l'épée de Jeanne d'Arc. On va voir qu'est-ce que ça signifie. Voilà. Mais on vous retrouve dans un instant, Perico. Et puis nous, demain, rendez-vous à 10h. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Sud Radio, c'est la radio la plus proche de vous. Moi, j'écoute que Sud Radio, c'est comme ça. Mais je dis...